Madame, bonsoir monsieur, bonsoir, merci à nouveau d'être nombreux à regarder ce programme. C'est le débat sur STV, Carte sur table, mardi 22 heures. Lors de la précédente édition de Carte sur table, nous avons donné la parole aux dames pour recueillir leur contribution à la résolution des diverses crises sociopolitiques que traverse notre pays et savoir quel levier activer pour accélérer le développement et obtenir une meilleure croissance. L'exercice sera à nouveau fait ce soir, mais cette fois avec certains jeunes engagés dans les différents mouvements politiques qui de plus en plus gagnent en popularité et dont des leaders sont candidats à l'élection présidentielle de 2018. Ainsi, autour de la table, nous aurons un militant du mouvement Now de Maître Keremouna, un autre du mouvement 11 millions de citoyens que conduit Cabral Libi et celui du peuple uni pour la rénovation sociale PURS de Serge Espoir Matomba. Et en face, bien sûr, un militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya. Crise socio-politique, que peuvent les jeunes? Ce sera le premier thème de ce soir. Le second nous permettra de commenter la polémique née du taux d'échec à l'examen d'admission à la profession d'avocat organisé en février dernier. 66% avec 1341 candidats contre 474 admis. D'aucuns s'interrogent sur le niveau des stagiaires, d'autres sur la qualité de leur encadrement par les parrains pendant que les recalés dénoncent une certaine mafia. Examen d'admission à la profession d'avocat, que s'est-il vraiment passé? Voilà le deuxième thème de la soirée et je l'ai dit, nous sommes avec Joseph Léa Ngula. Il est coordonnateur à la mobilisation du mouvement Now. Bonsoir Joseph. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV. Et je suis ravi de me retrouver avec des panélistes de Haut Volt pour discuter effectivement du rôle que la jeunesse peut jouer en vue de désamorcer notamment les différentes crises qui embrasent notre pays. Parlant de Haut Volt, on peut dire que vous ne l'êtes pas moins. Paul Didier Macon, il est enseignant d'université, philosophe, sympathisant du mouvement ou alors de 11 millions de citoyens. Et évidemment, ce mouvement que conduit savamment Cabral Libi. Bonsoir, Macon. Bonsoir, monsieur député Tongo, et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. De l'autre côté, René Bomono Bakokta, qui est secrétaire national aux relations publiques du PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale. Le Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir, député. Merci de me convier à cette agape. Bienvenue de Yaoundé. Merci, c'est un plaisir de me retrouver là, partant de Yaoundé. Et si je gère le timing entre le moment de l'invitation aujourd'hui, je peux dire à l'arraché. Merci d'avoir fait... Surtout que je sors également d'une activité du parti à l'Est. Merci beaucoup. Fait une transit. Merci beaucoup. Et enfin, maître Joseph-Claude Biliga, je le disais, militant engagé du RDPC, même si davantage. Nous serons en face de l'avocat au barreau du Cameroun ce soir. Bonsoir, maître. Bonsoir, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Rien de plus normal. Merci. Alors, messieurs, on va peut-être prendre la transition et puis on rentre dans le premier thème, crise socio-politique. Que peuvent les jeunes, peut-être avant, je vais peut-être vous demander à tous, chacun de vos mouvements ou organisations politiques, vous sentez-vous déjà dans la pré-campagne électorale? Vous êtes déjà dans la campagne? Je vois que la communication monte progressivement en puissance, notamment sur les réseaux sociaux, à travers les différents canaux. Vous y êtes déjà, Joseph Léa? Il n'est pas question en tout cas d'être en campagne ou en pré-campagne. Pour nous, l'enjeu, c'est de sensibiliser les Camerounais sur les défis auxquels le pays est confronté. Ils sont très nombreux, les défis économiques, politiques. Il faudrait que les Camerounais en soient conscients. Il faudrait que les Camerounais contribuent, donnent leur avis à ces défis et proposent des solutions novatrices, alternatives qui permettent de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est aujourd'hui englué. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons. Il n'est pas question de faire campagne, mais de rassembler vraiment les Camerounais autour d'un projet et de les amener à co-construire ce projet avec le bâtonnier Keremouna qui s'est engagé dans le champ politique en tant que candidat à l'élection présidentielle 2018. René? Oui, je voudrais dire simplement que vous savez que depuis le 10 juin, à la faveur de son deuxième congrès ordinaire, le PURS a investi son candidat à l'élection présidentielle 2018, Serge Espoir Matomba. Et il est évident que la communication dans un parti politique connaît des phases en fonction des périodes électorales qui peuvent survenir. Ce que nous faisons, nous avons toujours communiqué au sein du PURS. Sauf que actuellement, il est important de davantage faire connaître ce que nous proposons au peuple camerounais afin qu'il s'imprègne. Parce que, vous savez, 2 semaines de campagne, ce n'est pas toujours suffisant.
Et nous essayons donc de communiquer, de toucher les différents Camerounais pour faire savoir ce que nous avons à offrir. Mais évidemment, nous ne sommes pas en campagne parce qu'il y a la loi au Cameroun qui encadre la campagne pour les différentes échéances électorales. Donc, pour nous, c'est une communication normale d'un parti politique qui rend compte, si vous voulez, d'un certain nombre de propositions, son projet de société qui est disponible depuis des mois aujourd'hui, de le faire savoir davantage aux Camerounais, de faire savoir davantage le candidat, sans forcément appeler des personnes de façon concrète à dire votez pour lui ou pas, mais c'est du marketing. Faire savoir. Voilà, faire savoir. Évidemment, vous le disiez, 2 semaines de campagne. Il faut rappeler que c'est souvent pour la gouverne de nos téléspectateurs le temps entre la convocation du corps électoral et le jour du scrutin en lui-même, où légalement la loi le prévoit, les partis doivent se déployer, faire toute la publicité, évidemment pour inciter les électeurs à choisir ou pas leur candidat. Mettre campagne permanente chez vous? Naturellement, l'ADPC a un rôle de parti leader, de parti au pouvoir. Donc chaque action que le parti pose ou bien le gouvernement pose, lequel est identifié au parti, est considéré comme un acte, une action de campagne, un acte de campagne, sans qu'il y ait de manière concrète effectivement campagne, mais tout acte qu'on pose est considéré comme un acte de campagne. Et comme nous sommes, comme le DPC est un parti qui est, comme je l'ai dit, au pouvoir, donc la cible des autres partis, il faut à tout moment être là en train d'expliquer ce qu'on a fait pour montrer quand même que nous travaillons pour l'intérêt des Camerounais. Et chez vous, Jean Didier? Non, chez Paul Didier plutôt. Paul Didier, pardon. Oui, alors non, la campagne, c'est pas la campagne officiellement, mais disons que le travail de conscientisation, de sensibilisation du peuple et des potentiels électeurs, c'est un travail qui est permanent. Dans une démocratie normale, on n'attend pas 2 semaines pour expliquer son projet pour une nation. Normalement, c'est un travail qui doit se faire au jour le jour. On approche les potentiels électeurs et on les informe du projet qu'on a pour la nation. Donc ça ne peut pas se faire en 2 semaines, ça doit se faire de manière permanente. On va donc prendre la transition pour aborder le premier thème, crise sociopolitique. Que peuvent les jeunes? Alors d'emblée à chacun, je poserai également la question suivante. À l'observation, en ce moment, quelle lecture faites-vous de la scène politique camerounaise? J'ai failli dire de la scène sociopolitique de façon générale, au regard évidemment peut-être des crises que nous avons, des enjeux de développement, des enjeux vis-à-vis de la croissance. Quel est votre regard que vous portez, René? Oui, je voudrais dire, c'est vrai que c'est une question extrêmement ouverte. Je voudrais en prendre par le bout qui me sied, en disant simplement que je crois que le cliché qu'on peut faire de la situation sociopolitique actuelle du Cameroun, c'est un cliché d'une société en panne, d'une société où on exprime ça et là le mal-être dans lequel on se trouve depuis des années. C'est une société dans laquelle des nouveaux acteurs essayent d'apporter des contributions importantes, ne serait-ce que du point de vue philosophique, du point de vue des idées, pour essayer de faire des propositions de ce qu'ils ont à apporter si jamais on les confiait les rênes du Cameroun. Cela dit, toutes les crises que nous observons, que ce soit la crise dite anglophone, que ce soit la crise de Boko Haram, que ce soit les différentes revendications corporatistes ou alors les mémorandats que nous observons ça et là, toutes ces revendications, en réalité, cachent un mal-être qui est très profond au sein de la société. Il serait donc de bon ton, d'ailleurs, je vous fais observer que la majorité des candidatures déclarées à la présidentielle, notamment, sont des candidatures nouvelles. Il n'y en a pas assez qui ont déjà connu, n'est-ce pas, la compétition pour une élection présidentielle. Donc, du coup, voilà le cliché qu'on peut faire de la situation. C'est l'expression d'un mal-être exaspéré qui s'exprime ça et là. Et de l'autre côté, des propositions, notamment celle du PURS, pour essayer d'endiguer la situation. Je pourrais en dire plus si jamais on a un peu plus de précision. On va y aller tout à l'heure. Maître? Oui, non. Peut-être que je vais dire pratiquement la même chose que le Jourdan.
Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que les difficultés qui sont les nôtres, qui sont d'ailleurs dans tous les pays du monde d'ailleurs, c'est que ces difficultés peuvent être ou sont atténuées par le fait qu'il y a quand même, quoi qu'on dise, une sorte de liberté d'expression qui permet à ceux qui souffrent de pouvoir s'exprimer. Il y a certes des limites lorsqu'il s'agit par exemple de manifestations publiques, tout le monde le sait, mais le simple fait qu'il y ait quand même cet espace qui permet, par exemple sur votre plateau, à certains Camerounais de dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans le pays, a cet avantage, sans être un exutoire, cet avantage de donner, de permettre aux responsables de ce pays de connaître la vraie situation, pas seulement à travers des rapports qu'on leur adresse par des services concernés, mais directement dans un contact direct avec la population, parce que j'imagine bien que nos responsables suivent la télévision, lisent les journaux, et lorsque, comme il est permis à tout le monde de dire ce qu'il pense, ils doivent pouvoir puiser dans ces renseignements directs qu'ils ont à partir avec la population pour pouvoir atténuer les difficultés ou bien les souffrances de ces populations-là. Voilà ce que je voudrais dire. Et je voudrais insister en disant ceci, et comme le thème c'est sur des jeunes, je crois qu'aujourd'hui, cette ouverture a permis qu'il y ait quand même des jeunes qui émergent. Moi, je suis très content lorsque je suis cette évolution, que ce soit avec Abra Libi, que ce soit avec Serge Espoir Matomba, que ce soit avec Joshua aussi. Joshua aussi. Maître Akeremouna. Akeremouna n'est pas très jeune. Moi, je parle beaucoup plus de jeunes, c'est-à-dire ces jeunes-là, ils sont là, ils donnent l'espoir. Hein. Quand on les entend parler, on sent que il y a un qui est avec Madame Kawala. Franck Essi. Franck Essi. Lorsque vous les entendez sur les plateaux de télévision ou dans les journaux, c'est qu'ils écrivent, donnent de l'espoir. On se dit, demain, ces enfants sont là, même s'ils ne sont pas forcément au pouvoir, ils participent de manière positive à l'animation de la vie politique camerounaise. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je ne parle pas des anciens. Les anciens, ils ont fait leur temps. Et c'est bien comme mon confrère, mon ancien bâtonnier, Akeremouna, qu'il s'attaque les services des jeunes, comme celui qui est à côté de moi. Mais je dis, il y a ces jeunes, Serge Matomba et autres, qui constituent vraiment de l'espoir pour notre pays, pas forcément pour venir au pouvoir, mais de l'espoir, de l'animation, des idées pour la marche de notre pays. Paul Didi. Oui, la situation socio-politique de notre pays, disons que notre pays est en crise. On n'a pas besoin de la décréter. Lorsque vous avez 600 000 salariés en tout et pour tout, dont à peu près un peu plus de 300 000 pour le public et le reste pour le privé, sur un potentiel de 10 millions de travailleurs. Vous voyez le ratio entre 600 000 et 10 millions, ça fait 6% de taux d'emploi. On n'a pas besoin d'un autre critère pour voir que le Cameroun est en crise. Et cette crise-là, ce chômage de masse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, concerne surtout la jeunesse. Et il est question que les jeunes réfléchissent à cette situation pour y apporter des solutions, entre autres. Mais le problème de l'emploi est le problème majeur de cette jeunesse. Donc il importe d'y trouver des solutions. Donc lorsqu'un État normal est dans une situation de chômage de masse qui signifie aussi de misère de masse, avec tout ce que cela traîne comme conséquence et frustration, il a bel et bien lieu de parler de crise, et de crise majeure. Joseph. Alors il y a ce que je voudrais appeler les 5 C. Le premier C, c'est la crise sécuritaire qui balaie notre pays. Plus de 6 régions aujourd'hui sont en proie à des tensions sécuritaires, qu'il s'agisse de la région de l'extrême nord avec le conflit de Boko Haram ou encore les régions anglophones qui sont aujourd'hui en proie aux offensives des forces séparatistes, mais aussi à la riposte de l'armée qui ne manque pas de provoquer notamment des dégâts collatéraux. Il y a des régions de l'Adamawa, des régions de l'Est également qui sont en proie au grand banditisme ou encore à l'insécurité, au crime organisé qui justement sévit dans la région et nourrit en tout cas un cycle infernal de crise et plonge justement la région et les populations dans un désespoir terrible. Ensuite, il y a le deuxième C qui est notamment ce que j'appellerais la crise sociale. La crise sociale, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans les zones urbaines. C'est notamment les corps corporatistes aujourd'hui qui se plaignent des mauvaises conditions de travail, qui se plaignent également de la prestation de certaines institutions publiques. On peut parler hier des enseignants, avant-hier on parlait effectivement des médecins et aujourd'hui c'est les jeunes avocats qui menacent en tout cas d'agir, d'exprimer leur mécontentement par rapport à la manière avec laquelle les choses sont gérées. Il y a le troisième C,
que je pourrais appeler la crise identitaire, qui se traduit notamment par l'implosion des mémorandas qui essaiment un peu de partout, où sont des communautés. Il y a justement ces réflexes primordiaux, ces réflexes, je dirais, tribalistes ou encore ethniciste en fait, oui, qui s'exprime et qui gagne de plus en plus du terrain. Il y a une libération de la parole tribale dans les réseaux sociaux également. C'est l'indicateur de la crise identitaire qui traverse notre pays. Ensuite, il y a ce que j'appellerais la crise de la morale publique aujourd'hui, avec la prestation que nous livrent aujourd'hui nos leaders, nos dirigeants, qui sont parfois indexés pour des faits de prévarication de la fortune publique. Je pense qu'il y a cette crise d'exemplarité qui n'aide pas la jeunesse aujourd'hui, qui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette classe politique. Il y a le 5e C, le dernier, qui est la crise de la démocratie. On l'a souligné tout à l'heure, la liberté d'expression reste aujourd'hui fortement menacée, les manifestations publiques parfois interdites, et cela n'est pas de nature notamment à favoriser l'épanouissement démocratique ou encore la vitalité démocratique de notre pays. Et devant ces crises, ces 5C, je voudrais rajouter quelques éléments. Le premier, c'est d'abord les difficultés économiques auxquelles notre gouvernement est confronté aujourd'hui. Il ne parvient pas à réaliser ses objectifs de croissance. Il y a également la montée d'un chômage galopant que notre copanéliste venait de décrire tout à l'heure. Face à ces difficultés, je dirais que tout n'est pas perdu. Parce qu'on a aussi en face une jeunesse résiliente qui parvient, malgré les difficultés, à se battre dans le sous-emploi, qu'il s'agisse des taximans, des callboxers, des vendeurs à la sauvette qui se battent au quotidien. Et cela, c'est la preuve de la résilience de la jeunesse. À côté de cette résilience de la jeunesse, on a une jeunesse optimiste qui, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, continue de croire en l'avenir, continue d'espérer. Et puis, on a une jeunesse agissante, c'est celle qui a décidé à l'aube de cette année électorale de s'investir, de s'impliquer dans des activités citoyennes mais aussi politiques. Dans le mouvement Now, nous retrouvons une bonne partie de ces jeunes qui ont décidé d'animer dans les quartiers, dans les villages, le dialogue horizontal qui constitue notamment la marque de fabrique du mouvement, qui permet d'associer les Camerounais autour des enjeux sociaux, des enjeux locaux, des enjeux nationaux pour qu'ils fassent des propositions et apporte notamment les idées alternatives pour sortir le pays des difficultés auxquelles il est confronté. Donc voilà, c'est cette jeunesse agissante-là aujourd'hui qui nous donne le sentiment que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore de l'espoir aujourd'hui. Et mais pour mieux l'apprécier, il faut savoir désormais si la jeunesse est intéressée à tous ces défis, éventuellement son implication, son enrôlement, son déploiement. Comment est-ce que la jeunesse, je vais peut-être me redire, s'implique face à tout ce qu'on vient de décrire là. Paul Didier, vous d'ailleurs qui êtes très engagé d'ailleurs comme les autres aussi, dans un enrôlement massif, oui. 11 millions de citoyens des populations. Bien, comment intéresser la jeunesse? J'ai envie de poser la question inversement. Ou bien vous posez la question de savoir... Si elle est intéressée, effectivement, si elle est impliquée, si elle participe. Bon, si elle montait un grand intérêt à la chose politique, il n'y aurait pas toute cette mobilisation de toutes les formations politiques pour essayer de sensibiliser, de faire un travail de pédagogie et d'attirer davantage de jeunes. Ça veut dire qu'il y a une désaffection de la jeunesse vis-à-vis de la politique, mais une désaffection qui ne vient pas d'un manque de sens des responsabilités, mais qui vient de ce que la jeunesse ayant une faculté de juger qui lui permet de voir que les acteurs politiques n'agissent pas toujours dans le sens de leurs intérêts, se détachent de la chose politique à un moment donné et reste observatrice. Ça ne veut pas dire qu'elle a démissionné. Elle observe et essaie de voir si demain ou après-demain, ou dans le présent où nous sommes, d'autres leaders vont émerger et qui vont être porteurs d'un message qui, enfin, traduit leurs aspirations. Donc pour le moment, elle se détermine par rapport au leader en présence. Elle se détermine par rapport à la personnalité du leader, mais aussi par rapport à l'offre politique de ces leaders. Donc, vous voyez une remobilisation progressive de la jeunesse actuellement parce que des leaders comme Cabral Libye et les autres sont sur le terrain en train de les sensibiliser et surtout, sur le fond, en train de préparer un message qui réponde réellement aux aspirations profondes de ce peuple. Donc, la jeunesse, comment on va dire, souffre d'un déficit de mobilisation. Il faut la remobiliser, il faut la repassionner pour la politique. C'est surtout le travail des hommes politiques qui doivent briller par la qualité de leur offre politique, mais aussi par la crédibilité même de leur personnalité, c'est-à-dire de leur manière d'être, de leur manière de se comporter, le spectacle qu'ils donnent à voir aux populations. Là, ils doivent être soucieux de leur réputation. Oui. Alors c'est tout cela qui va amener les jeunes progressivement à rétablir un contrat de confiance entre eux et leurs leaders
et les amener donc à se repassionner pour la politique pour laquelle ils ont eu une désaffection progressive. Joseph Fréau, dans le même sillage, est-elle désarmée, est-elle démotivée? Moi, je pense plus que la jeunesse est vraiment engagée aujourd'hui. Hein. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Avec le multipartisme a fait de la jeunesse, a fait que les jeunes s'impliquent un peu plus dans la politique. Avant, lorsqu'il y avait un parti unique, les jeunes y entraient un peu forcés, ou bien ils allaient comme des faire-valoir. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces jeunes dans ces mouvements dont on vient de parler, que ce soit avec Kaba Libi ou avec, je parle de Franck ici, ou Serge Espoir Matomba, on voit bien qu'il y a des jeunes qui sont là. Les jeunes s'impliquent, on les voit pas seulement en train de porter des t-shirts lors des défilés, mais je crois que régulièrement on les sent. La seule chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est sérieux, c'est que lorsqu'on est dans les réseaux sociaux, on a comme l'impression que les jeunes sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés notamment par des différents partis politiques, de l'opposition surtout. Et vous verrez que très régulièrement, il y a ceux qu'on appelle les cabristes qui s'attaquent aux MR6 de Camto. De l'autre côté, c'est Camto qui s'attaque à dire que ça devient à un moment donné nauséabond. C'est-à-dire que de voir des jeunes qui parlent des idées, qui font de la promotion, qui contribuent au débat, ça devient des histoires vraiment excusez-moi du terme, du soukat. Et c'est pas du tout bien. C'est pas tout bien parce que tout à l'heure, l'indépendance, parlait du repli identitaire. Effectivement, ça devient une crise où on parle même des tribus. J'ai lu dernièrement, s'agissant du congrès du MRC, on parlera que là, on disait que des Banjounais ont envahi, je dis, dans un pays qui est en construction, dans un pays qui est dans une situation délicate, où on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a pu constituer une nation avec des crises qu'il y a dans le nord, du sud-ouest, etc. Ce genre de langage doit être banni. Donc les jeunes doivent cesser d'être ce genre d'instruments qui la plupart du temps descendent sur lorsqu'il y a des manifestations, doivent descendre pour servir de chair à canon aux leaders. Ils doivent cesser d'être des provocateurs, des personnes qui, au lieu de promouvoir l'éthique, au lieu de promouvoir de savoir vivre ensemble, contribuent plutôt à travers leurs écrits, à travers leur comportement, à la dislocation du tissu social. Moi, c'est ces jeunes-là par contre, je dis qu'ils sont engagés dans la politique. Il y a beaucoup qui, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous donnent l'espoir. Mais il y a vraiment une bonne frange qui mérite d'être recadrés, qui mérite de comprendre qu'ils doivent comprendre que la politique, c'est pas la guerre, la politique, c'est pas les insultes, la politique, c'est un échange d'idées, c'est pas une bataille. Et cette jeunesse-là, malheureusement, elle est assez, soit nombreuse, peut-être pas très nombreuse, mais très bruyante sur les réseaux sociaux. Joseph Léa. Je dirais qu'il y a eu il y a deux périodes, une période de désenchantement, une période de réenchantement. La période de désenchantement, c'est celle qui poste les années 92, où effectivement il y a eu des espoirs de transition politique qui ont été déçus. Il y a eu par la suite des leaders politiques qui, par leur comportement, des espoirs déçus, ont également déçu pas mal de jeunes et nourri la désaffection des jeunes pour la chose politique. Mais la période de réenchantement commence avec 2008, lorsque les jeunes finissent par constater que leur désengagement de la sphère politique a nourri une malgouvernance qui affecte leurs conditions de vie. Les émeutes de la faim, comme on l'a bien baptisé, en fait, étaient des émeutes qui étaient justement alimentées par les difficultés que rencontraient les jeunes, mais aussi les tensions politiques, le fait que les jeunes n'étaient pas d'accord avec certaines décisions qui étaient prises des décisions que les dirigeants prenaient et qui renseignaient en tout cas que ces dirigeants se souciaient davantage de leur suivi politique et moins de la condition réelle des populations. Donc il y a eu cette période de réenchantement qui a été un tout petit peu désamorcée avec la répression qui a suivi notamment les manifestations de 2008. Puis avec les années 2014-2015, il y a justement l'émergence sur la scène publique de nouveaux acteurs, de nouveaux profils, des jeunes. On a cité quelques-uns ici, mais aussi d'autres personnalités qui juste d'une certaine crédibilité, en l'occurrence Akerimuna et bien d'autres personnes encore, qui sont engagées dans la sphère politique et qui renvoient un message qui remobilise la jeunesse et qui donne le sentiment à la jeunesse qu'elle peut encore jouer sa partition. Je pense que c'est dans cette période de réenchantement que nous sommes. On est sous une bonne vague. L'enjeu pour nous, maintenant, c'est de pouvoir bien organiser le travail de terrain pour pouvoir justement rencontrer ces jeunes qui veulent s'activer, qui veulent convaincre leurs voisins de s'impliquer dans la vie politique, rencontrer ces jeunes qui ont des choses à dire sur la manière dont le pays est géré, qui ont des propositions intéressantes à apporter
et de les associer dans le travail politique. Ne pas réduire le rôle de la jeunesse à une simple action de participation électorale, mais permettre à la jeunesse d'être véritablement actrice du changement, aussi bien dans la mobilisation électorale que dans la construction des projets de société. Et puis dans l'action future, c'est-à-dire que la jeunesse doit investir les espaces de décision. La jeunesse, on doit assister à une sorte de renouvellement du leadership politique qui permet notamment d'intégrer de plus en plus de jeunes dans le processus décisionnel. Je pense que c'est à travers l'association de ces différents éléments qu'on parviendra notamment à entretenir ces périodes de réenchantement qui, bien entendu, a commencé à naître. René? Oui, je voudrais, avant de répondre à la question, rappeler à Ahmed qu'il faut qu'il enlève dans ses schèmes de représentation que le PURS et Serge Espoir Matomba sont là pour animer. Vraiment, il faudrait Vous êtes là pour conquérir le pouvoir. Il faudrait qu'il soustraie ça de sa représentation. Parce qu'effectivement, il a dit tout à l'heure que... Voilà, je ne peux pas laisser passer une telle chose parce que ça fait 10 ans, justement, que nous travaillons pour ce résultat. Pendant qu'on y est, nous avons parlé ici de 2008. Mais effectivement, c'est à Matomba qu'il faut donner, si vous voulez, la victoire de la construction du leadership jeune au Cameroun. Parce que c'est d'ailleurs à cet âge-là qu'il devient président, premier secrétaire du PUS, il avait 28 ans. Quand justement tout le monde se disait, ben, écoutez, c'est un espace réservé aux vieux, c'est un espace réservé à des personnes qui ont un certain âge. Les jeunes se recocovillaient justement dans les partis politiques. Encore que, dans ces partis, pour la plupart, c'est eux qui font le gros du travail. Juste qu'il fallait avoir un certain âge pour pouvoir représenter un parti politique. Donc, il y a eu cette phase-là. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Nous sommes très heureux au PUS de constater qu'il y a de nombreux jeunes qui occupent le leadership. Cette victoire-là, c'est à Matomba qu'il faut l'attribuer parce que lui, justement, a commencé très tôt dans cette activité. Il est évident qu'aujourd'hui, pour des raisons que je prends à mon compte ici, qui ont été évoquées, beaucoup de jeunes, si vous voulez, sont assez réticents. Il y a un ouvrage extrêmement intéressant, celui de Fabien Eboussiboulaga, « Les jeunes et la politique », qui révèle encore suffisamment les raisons pour lesquelles les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, des frustrations, des représailles, une kyrielle de raisons qui sont évoquées pour justement rappeler toutes ces difficultés. Mais nous, au sein du PUS, nous exprimons un satisfait de ce que justement, aujourd'hui, on peut voir des jeunes s'exprimer, ce qui n'était pas le cas en 2010, par exemple, encore moins en 2011. Mais vous voyez qu'en 2018, c'est avec les jeunes que ça se fait. C'est à Matomba qu'il faut attribuer cette victoire. Vous voulez réagir? Oui, je ne dis pas que c'est à Matomba, non. Matomba fait partie, comme les autres, comme je l'ai dit, qui aujourd'hui, je continue, animent la scène politique. Ce n'est pas péjoratif, pas du tout péjoratif. Mais il faut noter une chose, les jeunes d'une manière générale sont contestataires. C'est une étape par laquelle nous tous nous sommes passés. À un moment donné, on devient plus sage. Ça, c'est la réalité. Dans tous les pays du monde, lorsque vous parlez de la France de 1968, ce sont des jeunes. Lorsque vous parlez des marches de la mort, c'est les jeunes qui sont devant. Parce qu'ils sont contestataires. Ils sont contestataires parce que parfois, je ne dis pas que c'est par manque d'expérience, mais ils rêvent en réalité. Ils rêvent d'un monde, ils rêvent d'une société égalitaire, ils rêvent de ceci, ils rêvent de cela. Malheureusement, ce n'est pas toujours la réalité. Au fur et à mesure que l'âge arrive, ils s'assagissent. Et à un moment donné, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Vous savez, lorsqu'un jeune est prêt à marcher, par exemple, sachant qu'on va verser des gaz lacrymogènes, par exemple, mais un leader ne le fera pas, parce qu'il va se dire là derrière lui des enfants, il a un certain nombre de choses qui protègent. C'est un peu cela de la jeunesse. Donc je dis, et quand je dis jeunesse, je le dis d'une manière globale, elle est camerounaise, elle est africaine, elle est européenne, c'est la même chose. Regardez les manifestations, même dans les pays européens. C'est les jeunes qui sont devant. Olivier d'abord, et puis René, vous reviendrez. Oui, je voudrais que nous évitions l'autocongratulation dans la médiocrité. C'est-à-dire le fait que nous nous félicitions de ce que tout va à peu près bien dans la mobilisation de la jeunesse, sa participation à la vie politique, alors que nous voyons bien toutes les difficultés que nous avons à faire inscrire 11 millions de citoyens sur la liste. Vous en êtes déjà à combien? C'est une parenthèse. Non, les chiffres sont détenus par l'ELICAM, ils les rendront publics le moment venu. D'accord. C'est eux qui sont bien placés pour le faire. Donc, nous rencontrons tous, pas seulement le mouvement conduit par Cabral Libi, mais tous les autres qui s'y sont lancés rencontrent des difficultés pour faire inscrire les 11 millions et atteindre ce chiffre. Ça veut dire que nous avons un réel problème
de désaffection. Donc on ne peut pas dire que tout va à peu près bien. Bien, lorsque Maître Biliga dit que bon, les jeunes finissent par s'assagir avec le temps, bon, moi je pense que c'est pas une bonne posture parce que ça revient à peu près à stigmatiser la jeunesse. Il y a l'impression que la jeunesse c'est un moment d'immaturité et de manque de sagesse et que c'est seulement avec l'âge qu'on parvient à devenir sage. Je pense que les jeunes sont suffisamment sages et comprennent les enjeux. Ils les comprennent d'autant plus que ils jugent que l'offre qu'on leur apporte jusque-là ne leur convient pas. Elle n'arrange pas leurs intérêts, elle ne répond pas suffisamment à leurs aspirations. Du coup, ils se disent, à quoi bon? Bien, maintenant que d'autres leaders sont en train d'émerger et qu'ils apportent une autre offre, vous voyez qu'il y a un enthousiasme qui se recrée progressivement. Ce n'est pas encore véritablement cela. Nous ne sommes pas encore, je ne suis même pas sûr que nous puissions être à 60% satisfaits par rapport aux objectifs de 11 millions, parce que 11 millions, ça correspond à peu près exactement à la quantité de citoyens qui sont en âge de voter au Cameroun. Mais si on parvient, si on est autour de 5 millions ou de 6 millions, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça veut dire que le reste des jeunes ne se reconnaît pas encore pleinement. Donc ce travail est en train d'être fait depuis quelques années déjà, mais surtout depuis quelques mois, depuis que l'autre leader, Cabral Libby, s'est activement lancé dans ce mouvement. Et nous pensons que progressivement, avec la sensibilisation que nous sommes en train de mener, n'est-ce pas, sur le terrain, que ces objectifs vont être atteints d'ici l'échéance ou les échéances progressives qui auront lieu dans les semaines ou les mois à venir. Et vous avez partiellement répondu à la question posée en parenthèse tout à l'heure. Effectivement, on tourne autour de 6 millions d'inscrits, donc un peu plus de 400 000 en un an. Voilà. Vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire clairement qu'on ne peut pas parler d'une situation en éludant l'histoire. Quand on rappelle ici que Matomba est le premier jeune à être président, si vous voulez, leader d'un parti politique, ça ne devrait écorcher personne. C'est un fait. Quand on rappelle qu'en 2011, il y avait, d'ailleurs, le PUS est le seul parti qui a présenté un candidat jeune à l'élection, même s'il a été recalé à la personne de Patrice Sapak. C'est un fait. Quand on dit qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes, des leaders jeunes à la personne, par exemple, de Cabral Libby, c'est aussi un fait. Donc le rappeler ne devrait pas être un problème parce que c'est une réalité. Une fois que je l'ai dit, cela signifie que tous ces acteurs-là, effectivement, ont contribué à l'activité qui se passe aujourd'hui des inscriptions sur les listes électorales. D'ailleurs, on est parti après la refondation du fichier électoral, où on était autour de 7 millions. Aujourd'hui, on est autour de 6 millions. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ont fait ce travail bien avant. On doit féliciter et encourager ce qui est fait actuellement, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce qui a déjà été fait par les autres acteurs. Je voudrais dire à Ahmed que je crois, justement, il a un souci parce qu'il globalise tous les jeunes dans son analyse. Et du coup, c'est un problème. Il serait important de catégoriser les typologies des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes dont on parle, ce ne sont pas forcément des jeunes qui se comportent tels que vous décrivez. Et parmi ces jeunes-là, ils sont nombreux qui ont des enfants. Moi, j'ai des enfants, Matomba a des enfants. Donc, vous ne pouvez pas penser que parce que des gens veulent sécuriser simplement des enfants, ce qui est tout à fait légitime en tant que parents, voilà, ils ne vont pas se revendiquer ou faire... Oui, la jeunesse, c'est la vigueur, c'est la vitalité. Mais vous ne pouvez pas continuer à dire ce que vous dites là quand on a un président de la République qui a 31 ans, quand on a des présidents de la République qui ont 39 ans, quand il y a des présidents de la République qui ont moins de 30 ans. Vous ne pouvez pas continuer à dire que la jeunesse du monde, ainsi de suite, est une jeunesse qui est là pour animer, elle a de la vigueur, puisqu'il y a des leaders qui deviennent présidents de la République dans les autres pays. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, justement, vous voulez rester dans la logique où, lorsqu'on est jeune et qu'on est par exemple candidat à une élection présidentielle, c'est juste pour amuser, alors que dans des pays à côté, nous voyons que justement des personnes, le peuple confie leurs responsabilités à des jeunes, pendant qu'il existe effectivement des personnes du 3e, voire du 4e âge. Alors pour être plus précis, essayons d'interroger donc leur implication, leur engagement, leur prise de position dans les problèmes concrets auxquels on fait face, la crise anglophone par exemple. Comment est-ce que les jeunes réagissent? Comprennent-ils déjà les enjeux, les contours de la crise? Apprécient-ils les mesures prises par le gouvernement?
D'autre part, est-ce qu'ils essayent d'évaluer à leur juste valeur les revendications qui sont prises, la descente de l'armée par exemple? Que pensent les jeunes? Quelle est leur implication dans ce débat-là, Joseph Léa? Rappelons que la jeunesse est même l'une des premières catégories qui a joué un rôle très actif aujourd'hui dans les crises qui sévissent. Prenons le cas de l'extrême nord, déjà avec Boko Haram. Si on peut revenir sur la crise anglophone, on Oui, va y je arriver. reviendrai je passe d'abord très brièvement sur la situation à l'extrême nord. Entre 2011 et 2014, il y a un rapport qui estime qu'à peu près 3 000 à 4 000 jeunes ont été enrôlés dans les rangs de Boko Haram, en territoire camerounais. Dans les régions anglophones, à l'orée de cette crise, qui est-ce qu'on observe devant? C'est les Agbobala, c'est Mancho BBC, c'est Terence Pence. C'est toutes ces jeunes, ce sont ces jeunes qui ont en tout cas animé la contestation et qui ont posé les problèmes des communautés anglophones, mais chacun avec des méthodes probablement différentes. On a vu également des jeunes qui ont bravé l'interdiction de l'armée pour se présenter et célébrer l'indépendance de la République imaginaire de l'Amazonie le 1er octobre. Donc c'est les jeunes qui restent les premières figures de la contestation de l'ordre établi, comme le disait tout à l'heure l'avocat. C'est les jeunes aussi qui sont porteurs de nombreux espoirs et qui justement les traduisent à travers l'enrôlement dans des actions de contestation politique qui peuvent être violentes, qui peuvent être, je dirais, politiques ou à travers notamment la désobéissance civile. Donc cette jeunesse-là a décidé de ne pas rester inerte et de parler. Seulement, l'action de la jeunesse devrait s'inscrire en tout cas dans un cadre légal et dans un cadre démocratique. Et c'est tout le travail que les acteurs politiques devraient faire aujourd'hui. C'est de comprendre ce besoin d'expression qu'exprime la jeunesse, c'est de comprendre ce mécontentement profond qui traverse la jeunesse et qui se nourrit notamment des difficultés auxquelles la jeunesse est confrontée, qui se nourrit du sentiment d'exclusion du champ politique, qui se nourrit de la marginalisation sociale et économique auquel la jeunesse est confrontée. Et donc de comprendre ces griefs, de comprendre ce mécontentement et de proposer aujourd'hui des alternatives, des méthodes intéressantes, des méthodes démocratiques, des méthodes légales pour permettre à la jeunesse d'exprimer son grief. Et c'est aussi au pouvoir, au parti au pouvoir, d'aménager un cadre qui favorise l'expression démocratique du mécontentement. Si chaque fois que les jeunes sont traversés par des frustrations, ils décident d'investir la rue, par exemple, à travers des contestations non violentes, pacifiques, pour exprimer leur mécontentement et que, en réponse à ces contestations, on apporte là par exemple des réactions violentes, des réactions policières, etc. Il va de soi que ces formes de réactions vont nourrir la radicalisation et entretenir notamment une violence comme celle qu'on observe aujourd'hui dans les régions anglophones. On le rappelle, la crise qui sévit aujourd'hui, la crise sécuritaire qui sévit à peu près sur 6 départements du nord-ouest et du sud-ouest, ne concernait au départ que des villes de Boya, Bamenda, Kumba. Et il s'agissait au départ d'une crise sociale, d'une crise politique qui a mis en conflit armé. Et aujourd'hui, elle est complètement incontrôlable. Pourtant, si le gouvernement avait saisi ces revendications, si le gouvernement avait aménagé le cadre démocratique qui permet d'exprimer les griefs à travers notamment la désobéissance civile, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc même l'appareil gouvernant doit adapter sa réponse, notamment aux enjeux démocratiques qui permettent notamment de dénouer la situation et d'étouffer notamment le climat incendié qui sévit actuellement dans ces régions-là. Olivier? Oui, la jeunesse, la crise anglophone, je voudrais que nous interrogions la cause. En toute situation, il faut identifier la cause et c'est à partir de la cause qu'on peut réellement réfléchir sur les solutions. Bon, la cause immédiate, on peut dire qu'elle est institutionnelle. Est-ce que la jeunesse saisit les enjeux? Oui, elle est saisie. On voit bien que l'une des premières déclinaisons de cette cause institutionnelle, c'est l'absence de la mise en œuvre de la décentralisation. C'est ça qui provoque ces frustrations, puisque la décentralisation est née du constat des frustrations qui sont exprimées par les populations locales qui proclamaient en quelque sorte des gouvernements locaux en deçà du gouvernement central. C'est un prolongement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les peuples veulent s'autogérer au niveau national, mais aussi au niveau régional, au niveau local. Bon, cela a été acté par la Constitution de 1996. Et jusque-là, on ne voit pas les institutions qui sont en train d'être mises en œuvre pour qu'au niveau local, que les gens choisissent leur gouverneur, qu'ils choisissent leur maire, et qu'on voit ceux-là en train de gérer au quotidien, présider à leur destinée. On a l'impression que la décentralisation se fait à pas de tortue et que le pouvoir reste concentré à Yaoundé, avec toutes les conséquences que nous sommes en train d'observer tous. Alors, deuxième déclinaison de cette cause institutionnelle, c'est la sous-représentation de l'élite anglophone dans les hautes sphères de la gouvernance au Cameroun, que ce soit
le gouvernement, que ce soit les entreprises publiques ou bien d'autres hautes sphères de l'État. Les gens aimeraient se voir représentés par les leurs à des postes de direction, à des postes stratégiques, où on décide véritablement des affaires du Cameroun. Troisième déclinaison de cette cause, c'est la non-alternance au sommet de l'État. Les gens voudraient voir un petit changement. Pour le plaisir de changer? Non, pas seulement pour le plaisir, mais alors c'est une nécessité. C'est pour apporter une vision nouvelle, un souffle nouveau. Vous estimez que ce n'est pas la jeunesse qui choisit les élus actuels? C'est pas... Non, de toutes les façons, une partie de la jeunesse. Dans tous les cas, nous sommes en année électorale. Hein. Oui, une partie de la jeunesse, forcément, choisit les dirigeants actuels, mais une autre partie ne les choisit pas. Et puis, vous savez très bien quel est le taux de participation à nos élections. Donc, ce n'est pas sur cette base que, véritablement, on peut juger de l'adhésion de la jeunesse à une gouvernance donnée, puisque le taux de participation est souvent assez faible. Donc, il y a quand même une aspiration à l'alternance. On veut voir les choses changer de ce point de vue. Maintenant, l'autre cause qui est plus fondamentale, à mon sens, elle est socio-économique. C'est le problème de l'emploi. Mais l'emploi de la jeunesse. Parce que ces frustrations qui s'expriment dans le nord-ouest et le sud-ouest de manière régionaliste ou régio-linguistique, en réalité cachent une frustration qui est générale et qui concerne tous les Camerounais. C'est le problème de l'emploi, c'est-à-dire le chômage de masse et la pauvreté dans laquelle vivent les Camerounais. Or, les solutions sont possibles. Et nous avons travaillé longuement sur ces solutions dans le cadre du mouvement. Je ne sais pas si vous me permettez de dire deux ou trois choses revient aux solutions tout à l'heure. Très bien. Donc, il faut trouver des solutions au problème de l'emploi de ces jeunes. Leur trouver des emplois décents, de façon à ce qu'ils puissent s'intégrer dans le tissu social, politique et économique de notre pays. Nous n'inventons rien. Dans tous les pays de la Terre, on sait que dès qu'il commence à y avoir des contestations sociales, on relie ça à des frustrations qui s'accumulent dans une catégorie sociale donnée. Et pour ce qui concerne la jeunesse, ces frustrations s'expriment surtout en termes de manque d'emploi ou alors des emplois qui sont mal payés, mal rémunérés et qui ne permettent donc pas de supporter le coût de la vie, ce qui génère donc une frustration qui est de nature à rebondir sous la forme de la violence ou sous d'autres formes qui sont anti-républicaines. René? Oui, je voudrais dire que j'insiste toujours sur cet aspect parce qu'il faut distinguer le type de jeunesse pour véritablement apprécier que ce soit la quantité, le niveau ou la qualité même de l'engagement des jeunes dans la résolution des différentes crises. Je voudrais prendre à mon compte deux types de jeunesse, à savoir une jeunesse qui est engagée et partisane et une jeunesse qui est, si vous voulez, engagée non partisane. Alors, en m'intéressant à la jeunesse d'abord engagée non partisane, que je renvoie dans la société civile et si vous voulez, les nouveaux acteurs du système de la démocratie, dont des personnes individuelles, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, une personne peut poser un acte individuel et ça devient une crise diplomatique entre les différents pays. Cette jeunesse-là, on la voit agir effectivement à travers les organisations de la société civile qui posent des actes qui sont sur le terrain pour sensibiliser, pour essayer d'apporter. Et peut-être que leur action, effectivement, elle est disparate et non concertée. Or, parce que nous n'avons pas chez nous, au Cameroun, des structures de jeunesse qui peuvent justement essayer de mieux canaliser et d'exprimer en ce type de dynamique de la jeunesse. Par exemple, dans les autres pays, vous avez au Sénégal le Yanama, vous avez eu en Côte d'Ivoire la FESI, au Burkina Faso, vous avez eu le Ballet national. Chez nous, toutes les tentatives de cette nature au Cameroun, avec la MUSEC des années, la DEC, le Conseil national de la jeunesse qui est devenu une coquille vide, qui aurait pu justement structurer ce type de situation par rapport à la jeunesse. Donc, du coup, moi, je pense qu'au-delà des différentes situations qui se présentent pour ce type de jeunesse et comme pour l'autre, il y a un problème de formation, un problème d'éducation et de formation à la citoyenneté. Parce que Maître a rappelé tout à l'heure toutes les dérives que nous avons dans les réseaux sociaux. C'est dû à tout ça. Le problème de formation qui est en lui-même lié à une mauvaise politique d'éducation. Tenez, c'est d'ailleurs pour cela qu'au plus nous disons que le développement du Cameroun doit partir de la refondation de la politique d'éducation. Vous voyez la crise anglophone telle qu'elle est en train d'être vécue, chacun n'en prend pas son bout. Ils ne sont pas nombreux, les Camerounais, qui connaissent exactement d'où est-ce que cette crise est partie, comment est-ce qu'elle a évolué, quels en ont été les acteurs, qu'est-ce qu'il y a eu, quels ont été les accidents
dans le processus de résolution de cette crise. Donc pour nous, l'éducation et la formation est d'abord une valeur importante. Il faut enseigner la bonne histoire du Cameroun aux Camerounais, pour qu'ils n'en parlent pas comme on en voit certains disent des choses dans les réseaux sociaux sans toutefois maîtriser même le basic de cette affaire. La deuxième catégorie de la jeunesse, c'est justement cette jeunesse engagée, partisane, qui se trouve dans les partis politiques et d'autres en sont les leaders. Au niveau du PUS, si vous voulez, il y a des propositions concrètes qui ont été faites. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des 4 missions que le PUS a eu à envoyer dans ces différentes zones de conflit, notamment le sud-ouest et le nord-ouest. J'ai été à Maltam, à Kousséri. Quand vous partez de Maltam pour Zigagé, il y a une escorte. Tous les jeunes que vous voyez qui servent comment est-ce qu'on les appelle là, qui accompagnent l'armée dans la résolution de cette crise, par exemple, là, c'est des jeunes qui livrent, si vous voulez, leur vie ainsi contre des pécules, mais c'est pour l'amour de la patrie qu'ils posaient. C'est ça que moi j'ai dormi avec à Maltam, à la Belle Étoile, avec des militaires, et ces jeunes-là, c'est pas une réalité dont il est bon de vivre. La même chose pour la crise anglophone. Sauf que nous avions dit au départ, quand M. Biya décide d'envoyer de l'armée, que cette guerre ne sera jamais comme celle du Nord contre Boko Haram, parce que la population ne sera jamais d'accord avec lui de l'accompagner dans cette crise. Donc il y a des propositions qui sont faites. Au plus, nous avons dit, première chose, il faut libérer. On a l'aspect proposition tout à l'heure. Très bien. Maître Liga. Donc, je veux d'abord dire une chose. Lorsqu'on revoit l'histoire du Cameroun, les Daïdjo, les Oumniobe et autres, c'était des jeunes de frontières. Dans le moment où ils accèdent au pouvoir, ils sont jeunes. Ils sont jeunes lorsqu'ils entrent dans le mouvement de jeunesse. Et il arrive qu'à un moment donné, par le fait de la longévité du président actuel au pouvoir, dû au fait que le peuple lui renouvelle sa confiance, il se trouve qu'on se retrouve dans un gouvernement, comment je peux dire ça, gérontocratique. Il faut avoir utilisé les termes réels. Et donc on a donc l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes, ou bien qu'eux n'ont jamais été jeunes, ou n'ont jamais. Et la deuxième que je dois dire quand même, c'est qu'il faut qu'on essaie de se concilier. Tout à l'heure, vous avez évoqué cela. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Est-ce qu'il y a une seule jeunesse ou n'y a-t-il pas de jeunesse? Quel est le rapport? Quel lien peut-on avoir entre un enfant de 20 ans et celui qui a 36 ans, 37 ans ou 40 ans? Tous se réclament jeunes. Mais ont-ils les mêmes besoins? Ont-ils les mêmes engagements? Ont-ils les mêmes soucis? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez des enfants. Oui, vous avez des enfants. Mais ceux qui ont 20 ans, 21 ans n'ont pas d'enfants. Ils sont des jeunes également. Et également doivent s'engager, n'est-ce pas, dans la politique. Lorsque le président américain devient président à 47 ans, on dit qu'il est jeune. Est-ce qu'il est jeune? Donc je dis, c'est une question, la notion de jeunesse est évasive. Elle n'est pas totalement, d'une manière claire et précise, cadrée. C'est peut-être, on me dira, ça dépend des circonstances, ça dépend du domaine dans lequel on l'évoque. Alors maintenant, pour répondre à la question de M. Dipitatombo, je dis, je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes sont généralement enthousiastes. Ils sont prêts, donc ils ne sont pas toujours conscients du danger. C'est pour cette raison que c'est eux qu'on envoie. Donc un peu irresponsable. Je ne voudrais pas le dire pour ne pas susciter des réactions négatives. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai été jeune. Je ne le sens plus aujourd'hui. Peut-être que dans certains domaines, on dirait que si je deviens président de la République, demain, on va peut-être dire que je suis jeune. Mais je suis plus jeune. Non, c'est pas possible. Mais si, j'ai moins de 60 ans, je peux bien dire que si je viens aujourd'hui au pouvoir face à quelqu'un qui a 80 ans, on ne va pas dire que je ne suis pas jeune. Donc, ce n'est pas ça le problème. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les jeunes, vous l'avez contesté, les jeunes ne sont pas toujours conscients du danger. Ils sont prêts à s'investir, ils sont prêts à aller devant, à prendre les devants dans un enthousiasme qui parfois est contre-productif. Lorsque vous voyez, tout à l'heure vous avez évoqué la marche à l'occasion du 1er octobre là, dans la République autoproclamée et fictive de l'Amazonie, c'était des jeunes qui étaient là. On a vu également les mamans, mais les jeunes y sont. Dans l'armée ou des différentes armées amazoniennes, ce sont des jeunes qui y vont. Ce n'est pas les gens d'un certain âge. Ceux qui sont dans un certain âge, ils sont peut-être les leaders, ils sont dans les bureaux ou bien dans des états-majors, mais ceux qui prennent les armes, c'est les jeunes. Donc moi, je pense qu'il faut que les jeunes, comme vous l'avez dit, doivent être sensibilisés pour la paix.
Donc, être sensibilisé pour se dire que le développement ne peut pas se passer dans la guerre. Donc, être sensibilisé dans le fait pour dire qu'ils doivent pouvoir s'impliquer eux-mêmes dans leur auto-emploi. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de gouvernement, je ne défends pas le gouvernement, mais vous savez bien que le gouvernement a mis en place un certain nombre de structures pour accompagner les jeunes. Je ne parle pas de ce service national de participation au développement, je parle de PIACI, de PAGERU et d'autres structures encore qui avaient pour objectif de permettre aux jeunes de s'auto-employer. J'ai une chance, peut-être que vous ne le savez, peut-être pas. J'ai un jeune chez moi, je l'appelle jeune, il a 36 ans, il est avocat, il est aveugle, totalement aveugle. Il s'est battu, il a compris qu'il pouvait se battre seul, sans pouvoir compter sur les autres. Il y a des jeunes qui ont 30 ans, 40 ans, 20 ans, qui ont tous leurs droits, qui ne font absolument rien, qui attendent tout du gouvernement. Est-ce que je mens? Non. Donc je veux dire que nous devons, vous les jeunes, vous qui êtes jeunes, vous devez vous prendre vous-même en charge. Savoir que ce n'est pas seulement dans des revendications qu'on doit vous voir. On doit vous voir à travers les idées, comme ce jeune homme qui nous a Assurzan, qui fait l'honneur du Cameroun, comme d'autres encore qui s'investissent dans beaucoup de métiers, dans beaucoup d'innovations qui font honneur au Cameroun. Pour moi, donc, la jeunesse, ce n'est pas seulement une jeunesse revendicative. La jeunesse doit être celle-là qui doit permettre, à travers le travail, à travers la réflexion, permettre qu'il y ait de la paix dans notre pays, qu'il ne soit pas dans un pays en crise. Et si on va donc aux solutions? Ben, écoutez, je voudrais dire que en matière de solutions, par rapport notamment à une crise comme la crise anglophone... Et même de façon globale aux différents problèmes sociopolitiques. Ben, si vous parlez des problèmes sociopolitiques, vous parlez, je pense immédiatement au projet de société du PURS. Nous disons au PURS que notre projet, comme je l'ai dit, il est bien connu aujourd'hui, il est sur la place publique, même si on va le présenter officiellement d'ici quelques semaines. Je voudrais dire que nous sommes dans une société, monsieur Dipita, une société d'insertion. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle de société où vous vous battez, voilà, vous suivez comment mettre de vélo, chacun qui se bat à s'insérer. Alors, ce type de société, justement, qui est le produit de l'éducation dont on a voulu mettre en place, développer depuis les années 82, est un gros problème. Nous parlons d'une société inclusive, la construction d'une société d'inclusion dans laquelle il y a l'égalité de chances pour tous, où l'État doit trouver des voies et moyens pour pouvoir offrir la possibilité à chaque citoyen de réaliser ce qu'il souhaite. Vous avez l'impression que l'État ne le fait pas? Il ne le fait pas, justement, parce que il a cité quelques éléments, Piazzi et tout ça. Lui-même, il ne peut pas en faire le bilan aujourd'hui, parce que je crois que toutes ces structures-là ont accouché d'une souris. Alors, lorsque vous avez défini ce modèle de société, vous devez être capable de définir maintenant une politique d'éducation qui rentre avec ce type de société. Cela part d'abord de la définition claire d'un profil d'homme à former. Parce que c'est cet homme-là qui sera à la fois le moteur de ce type de société que vous souhaitez. Et c'est ce travail que nous avons présenté dans notre projet de société. Il faut un homme qui doute, justement, qui n'accepte pas tout. Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Si vous aviez des personnes qui sont bien formées, lorsque vous leur donnez une information, ils doutent d'abord de cette information. Ils ne la distribuent pas. Votre président a parlé le 10 février des followers passifs. Parce que, justement, on est formé à ça. Lorsque vous formez des gens pour être insérés, ils réagissent justement par rapport à l'insertion. Donc, la politique d'éducation doit être refondée complètement. Une fois que cette politique d'éducation est refondée, nous avons développé tout un volet sur l'économie. Parce que pour nous, pour développer la croissance, c'est la production. Et la production passe par plusieurs choses. Le développement de la carte industrielle du Cameroun à travers une dynamique, une mosaïque, si vous voulez, des typologies d'industrie que l'on peut retrouver en passant par la chaudonnerie, l'industrie pharmaceutique, ainsi de suite, l'agroalimentaire. Alors, tout ce travail qui est proposé permet justement de pouvoir construire des hommes qui sont non seulement libres et sont capables effectivement de choisir ce qu'ils sont souhaités. Et l'État leur donne des mécanismes normaux. Je reviens sur un aspect très simple. Aujourd'hui, on a quelque chose, on parle de tribalisme et tout ce que c'est. Mais de quoi se nourrit le tribalisme? Mais c'est de l'échec de l'État à pouvoir offrir aux citoyens une capacité à pouvoir réaliser ce qu'ils souhaitent. Monsieur Dipita, qu'est-ce qui se passe?
Lorsque vous avez, on va partir tout à l'heure sur les questions de barreaux, des concours, comme il y en a plusieurs au Cameroun. Il faut parfois des interventions des élites. Et comme l'État a démissionné, tout le monde se replie au niveau de sa région, au niveau de son village, au niveau de son ethnie. Au point où, à un moment donné, lorsque vous y trouvez, l'élite réussit à positionner une ou deux personnes. Et du coup, il devient comme le symbole de la réussite. Et le discours qu'il vous tient, c'est lequel? C'est que le poste de ministre que j'ai là, c'est pour nous. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre le prenne, parce que sinon, si quelqu'un d'autre le prend, on va perdre même les entrées dans les différents concours. Mais ce qu'on observe, c'est que le lendemain de qu'on nomme son voisin de village, la guerre commence entre les deux. Ça veut dire que ce n'est pas la fonction ni de l'ethnie ni du village. Il faut donc que l'État reprenne son rôle régalien. Si vous êtes occupé, M. Dipita, vous avez du travail à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les associations du village et tout ça. Vous pouvez vous y retrouver par tribalité, parce que vous êtes fier de retrouver des personnes de votre village, de changer, mais plus pour aller écouter des discours qui ne servent absolument à rien et qui nous plongent justement dans le désarroi et la crise dans laquelle nous avons évoqué ici. On revient sur les solutions à la crise anglophone vue par les jeunes. Parlons peut-être d'abord des crises sociopolitiques, de façon générale, les solutions. Peut-être avant d'arriver aux solutions face aux crises sociopolitiques, je voudrais revenir sur les propos du maître, parce qu'il y a un discours public qui tend à émerger et qui consiste à dire que la jeunesse doit apprendre à se prendre en charge et doit éviter tout le temps de revendiquer vis-à-vis du gouvernement. Je pense que c'est une bonne idée que la jeunesse se prenne en charge. Mais encore faut-il que le gouvernement aménage le cadre qui permet à cette jeunesse de se prendre en charge. Et quand je parle justement de la responsabilité du gouvernement aujourd'hui dans le désarroi que vivent les jeunes, je pense à ces jeunes sauveteurs qui décident, malgré les difficultés, de s'investir dans l'économie informelle, mais qui sont pourchassés tous les jours dans les rues de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on prévoit pour ces jeunes? Comment est-ce qu'on leur permet de se prendre en charge et de satisfaire leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se soigner quand ils sont malades? Je pense aux start-upers de la Silicon Mountain, à qui on a coupé Internet pendant 3 mois. Et ça a complètement affaissé l'économie de la région. On a échangé avec eux lorsque le bâtonnier Akirimuna a été en tournée dans les régions du Sud-Ouest. Ils ont expliqué tout le calvaire qu'ils ont subi avec les coupures d'Internet. Or, c'est le gouvernement qui en a la pleine responsabilité. Je pense aussi aux jeunes, contribution importante à apporter dans ce pays pour sortir ce pays du marasme économique auquel il est confronté. Ces jeunes de la diaspora qui veulent investir dans leur pays, mais à qui on interdit l'accès tout simplement parce qu'ils ont une autre nationalité. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement pense autrement et aménage un cadre qui permet à la jeunesse de prospérer, à la jeunesse de se développer, à la jeunesse de travailler, d'œuvrer et de contribuer pleinement à l'épanouissement et au développement de ce pays. Après avoir dit ceci, je voudrais revenir à votre question, notamment sur les solutions qu'on pourrait proposer face aux crises sociopolitiques qui traversent le pays. On l'a appelé, et moi, d'expérience, je le parle parce que j'ai contribué à la rédaction d'un rapport sur la crise Boko Haram. J'ai été co-auteur avec le professeur Tunda Ebodé et d'autres enseignants. Et à partir de cette contribution, on rappelle effectivement une série, on apporte également une série de recommandations qui peuvent effectivement donner de nouvelles orientations au gouvernement. Parce que ce qu'on a observé, c'est que il y a une gestion sécuritaire, une gestion policière des différentes crises qui traversent le pays. C'est-à-dire face aux contestations qui prennent différentes formes, on répond par la violence, on répond justement par la répression, ce qui n'est pas une solution pérenne. Parce que la répression aura tendance effectivement à étouffer les éléments violents, seulement elle va nourrir un sentiment de revanche qui va alimenter un cycle infernal de crise. Par rapport aux solutions qu'il faut apporter, nous pensons qu'il faut dans un premier temps démilitariser les réponses. La violence peut être utilisée mais de façon proportionnée. À côté de la violence, il faut renouer avec le dialogue. Le dialogue dans les régions anglophones et les solutions en termes de développement dans les régions de l'extrême nord, qui sont aujourd'hui en proie aux insurrections et aux incursions de Boko Haram. Par rapport aux régions de l'extrême nord, par exemple, il faut aujourd'hui relever une économie qui est complètement affaissée par la guerre. L'industrie du tourisme, l'agriculture, l'élevage auquel se livraient les populations ne fonctionne carrément plus aujourd'hui et les populations se retrouvent obligées soit de mendier dans la rue, soit de rejoindre les rangs de Boko Haram moyennant quelques sommes d'argent qui leur permettront notamment de s'en sortir au quotidien. Je pense qu'il faut leur offrir une troisième alternative, c'est celle notamment de la relance de l'économie de la région avec des solutions réelles en matière de développement. Il y a eu un plan d'urgence qui a été initié par le gouvernement, mais les experts du programme des Nations Unies estiment par exemple que ce plan d'urgence, en tout cas le financement de ce plan d'urgence représente 1% des besoins en financement des développements dans la région. Donc ça montre qu'il y a beaucoup à faire pour relever cette économie. Non seulement relever cette économie pour qu'elle atteigne les conditions préexistantes à l'avènement du conflit, mais injecter encore plus de ressources pour développer cette région et la doper complètement l'économie, permettre aux jeunes qui notamment
se débrouillaient notamment dans l'économie informelle, la vente du oiseau, dans le braconnage, etc., d'avoir de nouvelles perspectives et de travailler, de contribuer notamment à l'essor de leur pays. Dans les régions du Nord-Ouest maintenant, pour y revenir, on a préconisé le dialogue avec toutes les parties, avec les acteurs qui au départ ont exprimé leur besoin de retour au fédéralisme. Il faut dialoguer aussi, même avec les acteurs violents, il faut négocier un cessez-le-feu et appeler tout le monde sur la table des négociations. Discuter avec les séparatistes ne signifie pas concéder une partie du territoire national. C'est comprendre les causes profondes qui sont à l'origine de ce conflit et répondre à ces frustrations à partir des réponses structurelles. Et parmi les réponses structurelles, il y avait la question du fédéralisme qui était adressée. Pourquoi on ne retourne pas à un modèle d'État, un modèle d'organisation étatique qui respecte les identités locales, qui font participer davantage la population à la décision publique et qui rapproche l'administration des administrés. C'est ça qu'il y a dans le fédéralisme. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystique. Et donc, il faut apporter des réponses structurelles, mais aussi, il faut penser à ceux qui aujourd'hui sont complètement coupés de leur territoire parce qu'ils ont fui la violence, parce qu'ils étaient entre le marteau des séparatistes et l'enclume de l'armée. Il faut aller au Nigeria. Il faut que la société civile camerounaise, mais aussi l'État, se rendent au Nigeria pour retrouver ces communautés réfugiées qui vivent aujourd'hui dans un désarroi total et les ramener dans le pays. Il faut par exemple que le génie militaire également reconstruise les maisons qui sont aujourd'hui incendiées dans les localités comme Kembon où nous y étions. Et on a vu par exemple un village qui au départ était peuplé par exemple de 6 000 habitants. Aujourd'hui on n'en retrouve plus que 50, on n'en retrouve plus qu'une dizaine d'habitants. Et c'est dommage. Comment est-ce qu'on voudrait que la situation s'apaise dans ces conditions-là? Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de revenir et de re-questionner les ressorts de cette crise et d'apporter des réponses structurelles, des réponses pérennes à travers le mécanisme du dialogue participatif pour qu'on sorte de l'impasse sécuritaire dans lequel notre pays est aujourd'hui enfoncé. Olivier et puis Maître, et je vous reprends sur la crise anglophone, en termes de solution. Nous insistons, la cause de cette crise que vous qualifiez de socio-politique, mais qui est d'abord politique, puis socio-économique, parce qu'on a tendance à minorer un peu l'aspect économique de la chose. La crise est politique, ensuite elle est socio-économique. Et elle a deux causes, l'emploi et la décentralisation, ou le problème de centralisme, puisque c'est le centralisme qui est problématique, la décentralisation étant la solution envisagée. Bien, si la cause, c'est l'emploi et la centralisation, ça veut dire que les solutions doivent porter précisément sur ces problèmes. Alors, je suis toujours estomaqué d'entendre certains militants du RDPC et Maître Bliga sur ce plateau défendre le modèle ultralibéral américain en essayant de nous présenter la solution de Kennedy comme quoi chaque citoyen doit se prendre en charge avant de demander à l'État ce qu'il a fait pour lui. Nous savons très bien que c'est aux États-Unis que l'État a pris en charge précisément la mise en valeur du pays depuis le XVIe siècle que les premiers colons ont commencé à investir le pays en créant des fermes et en mobilisant des esclaves jusqu'en Afrique pour pouvoir mettre en valeur le pays. Et jusqu'au moment où nous parlons, toute l'entreprise privée est encadrée et soutenue à bout de bras par l'État. Donc, ce modèle ultralibéral, ce n'est pas le nôtre. Nous sommes plutôt dans un modèle qui est social-libéral et qui demande donc que l'État ait une intervention beaucoup plus forte, d'autant plus que nous sommes dans une phase de démarrage de notre ascension économique. Cela étant dit, la première solution à cette crise, la première solution à la crise, commençons par la crise politique, c'est qu'il faut décentraliser. Il faut décentraliser, effectivement. Je ne vais pas trop m'étaler sur les modalités de la décentralisation, mais on sait que si les peuples se gèrent localement, non seulement ils ressentent une fierté à voir que leurs affaires sont gérées par ceux qu'ils ont choisis dans leur région et que le pouvoir est effectivement local, il y a en outre la célérité dans la gestion des affaires. Bien, et d'autres avantages que nous connaissons. De toutes les façons, c'est une constitution que nous avons adoptée. Nous avons intérêt à la mettre rapidement, urgemment en œuvre pour que les différentes populations de nos différentes régions se sentent immédiatement impliquées dans la gouvernance de leur localité. Bien, la deuxième grosse solution, et la plus fondamentale, va être celle de l'emploi. Mais c'est quand même terrible, nous sommes dans un pays où la mise en valeur de notre patrimoine national n'excède pas encore les 10%. Je voudrais commencer par le secteur primaire, qui est le secteur primordial, le secteur de l'agriculture. Bon, la superficie totale du Cameroun, c'est 475 000 km². Ça fait 47 millions d'hectares. L'agriculture s'évalue en termes d'hectares. Sur les 47 millions d'hectares, nous en avons au moins 17 sur lesquels nous pouvons travailler. Mais, monsieur Dipita Tongo, est-ce que vous savez que notre surface agricole n'atteint même pas 1 million d'hectares?
Et quand je parle de surface agricole, je parle de l'ensemble des fermes modernes. Je ne parle pas de l'agriculture villageoise, où les paysans se débrouillent dans nos villages pour essayer de survivre. Mais je parle de l'agriculture industrielle, qui est la véritable agriculture moderne, qui est capable de façonner le développement d'un pays. Mais nous avons besoin de créer des centaines, voire des milliers de fermes pour pouvoir employer tous ces jeunes. Je vais vous faire une révélation. Mais il faut un travailleur par hectare. Ça veut dire que si nous mettons en valeur 1 million d'hectares, nous créons 1 million d'emplois. Et nous réduisons l'ensemble des frustrations chez la jeunesse actuellement, qui les pousse au travers que présente M. Bidiga. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'État qui va s'impliquer forcément, ou directement, ou seul, dans la mise en œuvre de ces fermes agro-industrielles, comme cela se passait dans les années 60. Quand je parle de fermes agro-industrielles, nous parlons de la SOSUCAM, nous parlons de EVCAM, etc. C'est ça l'agriculture industrielle. Alors, la vision que nous avons, c'est en quelque sorte de densifier cette offre de fermes agro-industrielles dans toutes les communes du Cameroun. S'il y a une ferme à EVCAM, s'il y en a une autre en Cotin, mais pourquoi ne pas en faire une autre à Kolofata? Pourquoi ne pas en faire une autre à Doumentan? Pourquoi ne pas en faire une autre à Boudmaka, etc. Si chacune de ces communes rurales et urbaines avait une unité de production, c'est-à-dire aussi un grand employeur comme celui-là, est-ce que nous serions en train de poser les problèmes tels que nous les posons là maintenant? Je voudrais vous rappeler qu'il y avait quand même 7 000 salariés dans le seul arrondissement de l'unité, 7 000. Et que la SOSUCAM a aussi autour de 7 000 salariés dans les seuls arrondissements de Mbandjok et de Koten, qui n'existent que grâce à ces fermes-là. Nous pouvons et nous devons, nous n'allons pas inventer la roue, nous allons faire comme tout le monde. Ce dont nous parlons là, c'est des concepts qui existent par milliers dans d'autres pays, c'est-à-dire des complexes agro-industriels. Nous avons la projection de créer ces complexes agro-industriels, de les promouvoir dans chacune de nos communes, par des partenariats publics et privés. Ce n'est pas compliqué, puisque la demande mondiale est extrêmement forte. Il y a des pays qui sont en grosse insécurité alimentaire et qui demandent donc d'avoir des terres. Ils sont en train de les acheter eux-mêmes, parce qu'ils voient que nous ne les cultivons pas. Je parle des Chinois, je parle des Indiens, je parle des Japonais, je parle des Saoudiens, par exemple, qui n'ont pas de terre et qui veulent les acheter. Mais voilà que notre jeunesse est dans la rue. Les gens se débrouillent ici à Douala comme ils peuvent. On leur dit, bon, continuez à vous débrouiller. Mais ce ne sont pas les jeunes qui vont monter ces fermes. Parce que pour monter ces fermes, ça demande des milliards de francs. Merci. Et ça demande donc l'implication de l'État, mais une implication partielle. Parce que l'État s'implique et au même moment, il appelle des investisseurs nationaux et d'autres investisseurs étrangers qui sont très intéressés, mais qui ont besoin des incitations étatiques. Joseph Claude. Oui, mais moi je pense que mon voisin, je suis tenté de dire, a tout dit. On est passé du tout État, ça c'est clair. Même dans les systèmes comme en Israël où il y avait les kibbutz et autres, ou dans les systèmes communistes, l'État a commencé à se désengager. L'État a un rôle de régulateur. Il est là pour mettre un certain nombre de choses en place, un système fiscal attractif et les conditions pour permettre à l'entreprise privée de pouvoir se créer et se mouvoir. C'est ça le rôle de l'État. Au début des années d'indépendance, on a pensé que l'État devait s'investir partout. On a créé la SNI, Association d'investissement, qui permettait que l'État prenne des participations dans plusieurs secteurs. À un moment donné, on s'est rendu compte que tel n'était pas le rôle de l'État. L'État doit mettre des mesures incitatives. Mais pour qu'un jeune puisse avoir, par exemple, un crédit, il faut bien qu'il ait un projet bancable. On ne donnera pas de crédit. Tout à l'heure, l'un des panélistes a dit que le projet PACI et PAGER ont été des échecs. Vous savez ce qui s'est passé? On a accordé des crédits aux jeunes qui fuyaient avec l'argent et le bénéfice et tout. Et c'est ça le véritable problème. Et cela a empêché que les autres puissent bénéficier des mêmes facilités. Si ces jeunes savaient que cet argent, ce n'est pas l'argent pour aller faire, entre guillemets, de la Java, mais que cet argent servait à pouvoir financer le projet et qui devait générer des revenus, un bénéfice pour permettre de payer la dette, de crédit, de prêt, et ce qui permettait donc de donner cet argent à une autre personne. Donc on ne peut pas dire que l'État doit pouvoir tout faire. Non, je ne pense pas que tout État existe encore aujourd'hui. L'État n'existe plus. L'État ne peut pas être partout, etc. Maintenant, au niveau de problèmes anglophones et des solutions,
Oui, nous avons parlé de la décentralisation. Je pense que j'étais de ceux qui, même si je suis dans ces studios, je disais toujours que qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la Constitution de 1996? Je pense que la réponse a commencé à être donnée. On a créé le Conseil constitutionnel, on nous a dit qu'on va... Il y a le ministère de la décentralisation qui est mise en place. Et vous arrachez un sourire à René. Toujours dans le sens du règlement du conflit, on a nommé deux ministres qui ont originaires du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont des postes de responsabilité des ministères de souveraineté. C'est également une exigence. Aujourd'hui, on a vu M. le Président, le ministre Atangadji, avec sa méthode, chacun peut l'apprécier. Peut-être que la solution sera de ce côté-là. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous quant au dialogue. Moi, il n'y a pas de solution. Il y a en matière de guerre, lorsqu'il y a des replis identitaires comme au nord ou au sud, lorsqu'il y a des revendications qui portent sur un bien-être, on va envoyer les militaires, on aura l'impression que c'est fini, il y aura toujours la guerre, il y aura toujours des frustrations qui vont créer d'autres guerres, etc. Donc moi, je suis également pour le dialogue inclusif, vous êtes toujours dit. C'est-à-dire qu'on essaie de s'asseoir sur une même table, qu'on essaie de trouver des solutions à travers un dialogue pour que le Cameroun aille de l'avant, pour que nos frères qui sont aujourd'hui en train de souffrir, d'après ce que nous disons, comme réfugiés au Nigeria, qui reviennent et que le développement reprenne ses droits au nord-ouest, dans le nord-ouest et au sud-ouest. Uniquement sur la crise anglophone et puis on va au deuxième thème. Oui, je disais que je ne vais pas revenir, on ne va pas s'éterniser dans un débat dont il connaît exactement la réalité. En septembre, à la veille de la rentrée, nous avons réalisé une mission du PURS à Bamenda. Et les propositions des populations étaient claires. On libère tout le monde dont on avait arrêté dans des conditions aussi troubles que tous les Camerounais connaissent bien. On va sur la table de négociation avec ces personnes-là. À l'époque, ce qui est encore la réalité aujourd'hui, nous avions proposé une force tampon. La force tampon qui est constituée, vous savez que dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les autorités religieuses et les autorités traditionnelles, les vraies, ont une influence importante sur les populations. Nous avions dit qu'il faut faire ce savant dosage-là des Camerounais. Parce que justement, nous craignons l'intrusion de la communauté internationale dans cette crise. Parce qu'une fois qu'elle est impliquée dans la crise, il est souvent parfois difficile pour elle de quitter. On sait quand elle vient et les raisons pour lesquelles elles viennent, mais on ne sait pas quand elles partent et ce qu'elles vont développer comme autre raison sur place. En ce moment-là, Monsieur Dibita, je ne sais pas comment vous pourrez résoudre la crise anglophone quand quelqu'un comme Mancho Bibichi est en prison. Il faut aller à Bamenda pour le savoir. C'est difficile de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on a libéré juste des responsables de cette crise qui sont du sud-ouest et on a laissé tous ceux qui sont du nord-ouest en prison? C'est autant de questions qu'on s'est posées à l'époque lorsque la décision de libérer 55 personnes a été prise par le président de la République. Et ils avaient dit, une fois qu'on libérait ces personnes, on allait sur la table de négociation. En janvier, l'école reprenait. C'est ce qui se disait. Quand vous alliez à Bamenda, vous échangez avec les gens, c'était clair. Donc, nous avons proposé cette solution tampon. Parce que le problème de la crise anglophone, il est évident. Il y a des relents politiques, économiques et tout. Mais c'est aussi un mal-être. Et un mal-être qu'on vit à Guidigis, qu'on vit à Touloum, qu'on vit à Lomé, qu'on vit un peu partout au Cameroun. Il faut éviter donc de résoudre cette crise en restant simplement au niveau de la crise anglophone des deux régions. Il faut ouvrir, si vous voulez, les solutions de telle sorte qu'on puisse en trouver également pour celles qui résolvent l'aide. La deuxième chose, c'est que M. Biya doit aller à la retraite parce qu'il n'est plus l'homme de la situation. Nous avons constaté aujourd'hui, nous l'avons dit ici tout au long de cette émission, que toutes les politiques qui ont été développées, les unes après les autres, ont échoué. La troisième chose, effectivement, c'est la décentralisation, parce que nous, au PUS, on opte pour la décentralisation. Pourquoi? Parce que le fédéralisme, c'est un outil de développement qui n'est pas mauvais. Mais nous avons évoqué ici les relents identitaires, les replis régionaux, ainsi de suite. Les Camerounais ne sont pas suffisamment préparés dans les esprits pour conduire le fédéralisme en notre sens. Mais on doit également éviter de faire le procès d'une bonne décentralisation qui n'a pas été appliquée. Parce que celle qu'on a aujourd'hui, c'est tout sauf la décentralisation. La décentralisation dont nous proposons doit éviter ce que nous appelons la décentralisation de la centralisation. Parce que lorsque vous observez les comportements des maires aujourd'hui, ils ne sont en rien différents des comportements que nous observons au niveau central.
La deuxième chose, il faut supprimer les fonctions de délégué du gouvernement. Dans une décentralisation sérieuse, on n'a pas besoin de ces fonctions. Il faut supprimer les fonctions de gouverneur, parce que ça doit être un conseil régional qui doit faire le travail au niveau de la région. L'une des choses les plus importantes que nous proposons au PUS, c'est la fonction publique territoriale. Vous ne pouvez pas développer une communauté, une commune, si vous n'avez pas la ressource humaine adéquate pour le faire. Vous arrivez dans nos communes aujourd'hui, des communes notamment qui se trouvent en milieu rural, vous avez des personnes qui ont à peine, c'est-à-dire la personne la plus élevée, a un probatoire. Je ne dis pas qu'il est petit, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir transformer la nature en des éléments de développement. Donc voilà quelques solutions que nous pourrions par rapport à cette crise anglophone. Et depuis, effectivement, comme d'habitude, le gouvernement n'écoute personne. Il en fait à sa tête et on constate que la situation ne fait que s'enliser. Je voudrais rappeler à Maître que pour mettre sur pied une décentralisation, on n'a pas besoin de créer un ministère de la décentralisation et du développement local. On n'a pas besoin de ça. Pour créer un ministère, on n'a pas besoin de nommer deux ministres anglophones tels qu'il est en train de le relever. Il faut que M. Atangandi dise merci vraiment à ces revendicateurs-là parce que c'est grâce à eux qu'il est ministre aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'il aurait eu cette fonction s'il n'y avait pas cette crise. Alors, ça me permet de poser quand même une dernière... Au regard des différences, je vais le dire comme ça, tout au moins sur la mise en œuvre de la gestion du pouvoir. Vous dites que vous êtes pour la décentralisation. La bonne. Maître Akeré, lui, est pour le fédéralisme, tout comme d'ailleurs Cabral Libi, qui est pour le fédéralisme. Le RDPC, évidemment, est pour une décentralisation. Cabral Libi pour le fédéralisme, on peut en douter. C'est quoi sa démarche? Pour le moment, nous parlons son organisation de l'État, ce serait... Nous sommes encore dans la régionalisation. Une régionalisation qui est une mise en œuvre effective de la décentralisation. Puisque la décentralisation crée la région. En fait, je voulais m'en inspirer pour évoquer avec vous, et pour finir véritablement cette question, un autre pan du débat, c'est cette possibilité, peut-être le mot n'est pas à sa place, d'une candidature unique, forte, autour d'un leader qui pourrait aller à la conquête véritable du pouvoir seul face au président Biya. Mais justement, c'est ces différences dans les propositions de l'organisation de l'État qui me permet de ressortir cette question. Vous y croyez, vous? La candidature unique. Oui. J'y crois. C'est une possibilité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il suffit de trouver un certain nombre de dénominateurs communs qui existent. Nous sommes tous au moins pour le progrès de ce pays, le progrès économique, le progrès social. On pourrait même dire le progrès politique, dans le sens de la démocratisation. Donc à partir du moment où nous avons ce background commun, il est possible que nous arrivions à une candidature unique. Bon, sous réserve que nous nous entendions sur la forme de l'État et sur les réformes économiques et sociales que nous voulons effectivement mettre en œuvre. Et sous réserve aussi que nos concurrents aient effectivement ces mesures. Parce que pour le moment, on observe depuis plusieurs décennies que les gens font des campagnes sans véritablement avoir des programmes socio-économiques bien ficelés et chiffrés. Donc c'est un manquement. Si on peut se mettre d'accord sur des enjeux essentiels comme cela, il est bel et bien possible que nous arrivions à avoir une candidature unique qui affronte le président actuel. René? Non, vraiment, pour nous, au plus, le concept de candidature unique de l'opposition, c'est une chimère. Donc, vraiment, en contexte camerounais, lorsque vous prenez l'évolution de les élections de 92, 97, 2004, 2011, vraiment, c'est une expérience, à mon avis, qu'il faut éviter. D'ailleurs, j'ai la faiblesse de penser que c'est le RDPC qui développe cette idée-là pour essayer de donner l'impression que l'opposition ne peut pas s'entendre. Pour mille et une raisons. Vous vous souvenez qu'il y a un leader de l'opposition, il y a un mois, qui s'est targué de contribuer pour la candidature, pour la campagne de M. Biya, à la personne de Célestin Bidigui. Vous vous imaginez, M. Dipita, qu'on avait désigné ce monsieur responsable, le candidat de la coalition, ce que serait devenu cette opposition. Ça, c'est de deux. Le pouvoir de Yaoundé, dans ses méthodes, ne peut pas accepter une candidature unique. Donc, ils vont créer forcément des personnes qui vont aller aux élections juste pour créer la diversion. 30 millions, c'est quoi? C'est rien pour ces personnes-là, ils le feront. Par contre,
nous sommes favorables à la mutualisation des forces de l'opposition, qui n'est pas une mutualisation seulement pour les élections présidentielles. Parce que vous voyez, au sein du PUS, nous avons lancé une campagne de 300 maires et 100 députés pour l'opposition. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous avez le moins 11 millions et univers qui ont un bon positionnement, par exemple, à la commune de Douala 5e. Il serait mieux que les autres partis politiques accordent justement au mouvement 11 millions, je sais pas, à Univers, la possibilité de gagner cette élection parce qu'on sent qu'ils sont mieux implantés et ils peuvent mieux faire le résultat que les autres. L'idéal pour nous, c'est quoi? La vie politique, c'est au sein des communes, nous parlons de la décentralisation aujourd'hui, nous parlons de l'Assemblée nationale avec toutes les lois uniques que nous avons. Si nous avons une opposition véritable qui a la majorité à l'Assemblée et la majorité des communes, nous sommes certains de pouvoir faire bousculer un certain nombre de réalités. La mutualisation des forces passe également par des échanges. Vous avez vu, il y a quelques semaines, nous rencontrons des leaders comme nous le faisons depuis, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Nous avons rencontré déjà beaucoup de leaders. Et chaque fois qu'on y va, on envoie un document de travail, d'échange, qui permet à un moment donné de voir comment est-ce qu'on peut s'entendre sur une ou deux choses. Donc, oui, pour la mutualisation des forces de l'opposition pour toutes les différentes élections, mais non pour cette idée chimère de candidature unique de l'opposition. Joseph Léa. Au sein du mouvement NAO, nous y croyons. Et d'ailleurs, nous y croyons au point où je perçois tous ceux qui sont assis sur cette table, non pas comme des adversaires politiques, mais comme des partenaires politiques. Y compris à l'intérieur des rangs du régime du RDPC, il y a des progressistes qui veulent le changement et qui sont prêts à changer le camp et à œuvrer notamment pour les forces du changement. Nous croyons à une mutualisation des forces progressistes, nous croyons à une coalition qui permettra notamment de renforcer ou d'inverser le rapport de force. Je m'explique. Le bâtonnier Akerimuna, à travers le mouvement NAO, par exemple, a voulu transmettre cette idée. Le mouvement NAO est un mouvement, je le rappelle, transpartisan, qui rassemble des acteurs indépendamment de leur chapelle politique, qui se mettent à dialoguer sur les moyens de sortir ce pays des difficultés auxquelles il est confronté. À côté du mouvement NAO, le bâtonnier Akerimuna a œuvré pour qu'il y ait l'émergence d'une plateforme pour la Nouvelle République, qui en réalité est une coalition de formations politiques, d'organisations de la société civile et de personnalités progressistes qui aujourd'hui travaillent de concert pour qu'il y ait le changement. Cette plateforme a tendu la main à bien des partis et continue de dialoguer avec des grands partis qui opèrent notamment sur la scène politique. Il y a aujourd'hui à peu près une quinzaine de formations qui œuvrent à l'intérieur de la plateforme pour la Nouvelle République et qui continuent bien entendu d'entretenir ce dialogue pour qu'à la fin on se retrouve avec une forte coalition. Laquelle coalition pourra permettre en tout cas de remplir plusieurs enjeux. Le premier enjeu est celui économique. L'élection, qu'elle soit présidentielle ou locale, les élections législatives, municipales, nécessitent beaucoup de moyens. Un seul candidat ne pourra pas effectivement disposer des moyens suffisamment importants pour confronter en tout cas la mastodonte RDPCiste. Donc il faut une machine forte, mais laquelle machine doit être le fruit ou le produit de la coalition des forces de l'opposition. Grâce aux contributions diverses, ça peut permettre d'alléger en tout cas les charges. Et cet enjeu révèle également, je vais dire en tout cas, cette coalition revêt un enjeu communicationnel parce que l'opinion aujourd'hui, les Camerounais qui nous écoutent, attendent une opposition qui parle d'une même voix. Ceux qui sont désespérés après les années 92, c'est ceux justement qui ont été déçus par les prestations de l'opposition, qui avançaient à rang dispersé. Ils ne veulent plus de ce spectacle, ils ne veulent plus du déchirement sur les réseaux sociaux. Ils veulent une opposition qui parle d'une même voix et qui a un même agenda et qui vise notamment à créer un rapport de force pour notamment provoquer l'alternance et le changement dans le pays. Puis il y a derrière un enjeu politique, parce que derrière la mutualisation des forces de l'opposition, on a la capacité d'avoir des observateurs qui peuvent se déployer dans l'ensemble des bureaux de vote le jour des élections. On a la capacité d'avoir des relais de mobilisation qui peuvent s'assurer du porte-à-porte, qui peuvent relayer en tout cas le message du changement qui doit résonner dans l'oreille de tous les Camerounais. Donc la coalition des forces de l'opposition reste aujourd'hui un défi. Et nous y travaillons. Le bâtonnier Akerimuna a montré effectivement son engagement pour cette dynamique-là et continue d'œuvrer de tendre la main à l'ensemble des formations politiques et les organisations de la société civile qui opèrent sur la scène publique. Maître, ce serait peut-être une formalité que de vous poser la question. Vous n'êtes pas systématiquement concerné. Ça me fait rire parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de coalitions depuis le multipartisme. On a eu beaucoup de forces de changement, etc. Et généralement, c'était la veille qu'un se levait pour dire qu'il n'est plus avec eux. Il s'est retrouvé de côté du RDPC. Non, il y a tellement... Tout à l'heure, j'ai dit que ces partis animent la scène politique. On a voulu me reprendre, mais c'est vrai. C'est vrai. Comment pouvez-vous imaginer qu'un parti politique, dans le système électoral qui veut qu'il y ait un seul tour, pense pouvoir gagner le RDPC? C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a aucun. À dire la solution serait, je dis serait, à la limite,
la coalition. Mais la coalition, elle est chimérique, elle n'aura jamais lieu. Donc en réalité, aujourd'hui, le NDPC est le seul parti. Il y a une coalition Les autres partis animent la galerie et animent l'espace, et occupent l'espace politique et médiatique. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Oui, mais M. le député Tongo, je voudrais préciser que la multiplicité des candidatures n'est pas en soi la preuve que l'opposition est dans l'incapacité arithmétique de remporter une élection. Puisqu'il y a multiplicité des candidats, mais les votes ne sont pas aussi dispersés que ça. Les votes, souvent, depuis 1992, se regroupent ou se répartissent entre un certain nombre de candidats, qui sont 2 ou 3 de l'opposition. Je vais même m'arrêter à 2, puisque le reste, ils n'ont que des chiffres infinitésimaux. Donc, on peut ramener toute cette opposition à 1 ou 2 candidats en fin de compte. Ça veut dire que dans la configuration que nous avons là, d'une élection à un tour, c'est vrai qu'il est préjudiciable pour la démocratie, mais si on a des candidats qui cristallisent suffisamment l'opinion, ils peuvent très bien drainer les voix de l'opposition derrière eux, de sorte que même s'il y a 10 ou 20 autres candidats de l'opposition, que le public les considère simplement comme des animateurs, comme disait monsieur le maître Biliga tout à l'heure, ou bien comme des candidats farfelus qui veulent simplement peut-être se faire connaître. Mais là, c'est les électeurs qui jugent. Et nous parlons des expériences passées. Nous voyons très bien que face au RDPC, nous avons eu 1 ou 2 candidats de l'opposition qui ont cristallisé l'essentiel des votes de l'opposition. Le reste du temps, essentiellement que des... Qui était de combien? Hormis le cas de 92 avec John Fundi. Oui. Quel était le résultat de toute l'opposition réunie? Le monde change. Rarement 10%. Le monde change, maître Biliga. Le monde change. Vous voulez intervenir aussi pour sortir? Non, pas du tout. On passe donc au deuxième thème sur la question des avocats, examen d'admission à la profession d'avocat. Que s'est-il vraiment passé? On va en débattre juste derrière la transition. Maître Biliga, j'ai failli dire à vous la parole, comme ça se fait souvent à la barre, il me semble. Alors, je n'ai pas voulu vous demander simplement que se passe-t-il vraiment, ou alors que s'est-il passé dans cet examen, mais je veux davantage comprendre le courroux de plus de la majorité de tous ceux-là, des avocats qui sont venus se présenter à cet examen. C'est clair que la réponse sera l'échec, mais comment est-ce qu'on peut comprendre un si fort taux d'échec à un examen? J'ai reçu Maître Minou la semaine dernière dans le cas d'entretien qui disait peut-être parce qu'il y avait également autant de candidats. Mais vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Il faudrait peut-être vous reprendre, mais je voudrais d'abord vous dire que, ayant été membre du jury pendant l'accès à cette profession, lors de l'examen d'aptitude au stade d'avocat en 2014, je serais un peu réservé sur certaines choses. Je ne dirais pas beaucoup de choses qui auraient peut-être pu permettre de mieux comprendre vous faites donc croire que la situation. Vous faites donc croire que j'ai fait le mauvais casting? Mais j'ai choisi quelqu'un qui sera réservé. Ce que je voudrais vous... Non, j'ai un devoir de réserve. Alors, ce que je voudrais vous dire est ceci. Moi-même, j'ai été surpris. Okay. Parce que je l'ai toujours dit, l'examen d'accès à la profession d'avocat n'est pas un concours. C'est un examen. Ce n'est pas un concours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chiffre déterminé pour lequel on va dire que c'est trop ou c'est pas trop. C'est d'abord d'un fait. Donc, tous ceux qui ont la moyenne, tous ceux qui peuvent avoir la moyenne, sont censés passer à cet examen. Au moment où nous étions membres du jury, on a estimé que ceux qui l'ont passé devaient passer et ils sont passés. Lorsqu'on dit un trop plein, moi j'ai souri dernièrement. Pourquoi? Parce que je peux vous dire, je connais à peu près les rangs de ceux s'il fallait faire par ordre de mérite, ceux qui ont été admis à l'examen d'aptitude au stage d'avocat. Il y a certains qui sont admis au certificat d'aptitude au récent examen qui n'occupaient pas un rang très élevé. Certains disent, oui, c'est une passoire. Si on parle de passoire, ça veut dire qu'en fait, certaines personnes, peut-être que ne seraient pas passées, mais elles ont réussi leur examen.
Ça veut dire qu'en fait, soit elles étaient compétentes et peut-être que le jour de l'examen n'était pas toujours à leur top niveau et leurs compétences s'est révélées par la suite. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont très compétentes parmi ceux qui sont admis, qui ont été admises. Et soit ces personnes ont eu le temps de travailler pour pouvoir réussir leur examen pour pouvoir réussir l'examen de sortie, alors qu'à l'entrée n'étaient pas les plus brillants. Et je sais que parmi les plus brillants, il y a certains qui ont échoué. Donc on ne peut pas me dire que ces enfants n'ont pas. Alors, donc, lorsque je dis que c'est un examen, de ma mémoire, c'est la première fois que j'apprends que dans un examen, à la sortie, à l'entrée encore ça peut être possible, à la sortie, qu'il y ait plus de 70% à peu près, enfin moins, environ 70% qui échouent. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que soit les enfants sont nuls, je l'ai entendu parler, soit les encadreurs au niveau des cabinets sont nuls, soit le conseil de l'ordre, qui est chargé de la formation, est également incompétent. Je crois que c'est l'une des choses. On ne peut pas jeter toute la responsabilité de l'échec de 800 candidats à peu près sur les simples candidats. Moi, je voudrais dire à certains qui sont compétents, qui le sont, je le jure, je le sais. Et donc, lorsqu'on dit que les enfants, j'ai entendu certains confrères venir dans le plateau dire non, c'était comme incompétent, c'est pour ça qu'ils sont nuls. Je dis non, tous ne sont pas nuls. Tous ceux qui ont eu l'examen ne sont pas toujours tous des as. Certains étaient bons, d'autres n'étaient pas bons. C'était un examen. Donc, mais ceci dit, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que cela ne doit pas être une raison pour ces enfants, pour ceux qui ont échoué, de penser que c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la possibilité de passer à un autre examen. La loi le permet. Je vais vous dire l'article. C'est l'article... Je vais vous dire l'article. Qu'est-ce que je raconte? Article... La même année? 12. Je vais vous dire. L'article 12. D'accord. Le stage est sanctionné par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, délivré après admission en examen probatoire dont les modalités sont fixées par décret. Le stagiaire qui n'est pas reçu à l'examen prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est admis à poursuivre son stage pour une durée d'1 an, renouvelable une fois. 1 an, renouvelable une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore deux possibilités d'examen. Donc rien n'est perdu. Ils vont faire dans un an, si on organise le concours, s'ils échouent, ils auront encore une dernière possibilité pour pouvoir composer. C'est comme ça que moi j'entends, c'est la lecture de cette statistique. On dit donc, à l'expiration de la 4e année de stage, le stagiaire qui ne satisfait pas aux conditions alinéa 1er ci-dessus est de plein droit définitivement radié dans la liste de stage et paie la qualité d'avocat stagiaire. Donc ça faudrait 4 fois. Alors, l'autre raison qu'on a évoquée, c'est que j'ai suivi, qu'il y a trop d'avocats. Et là, j'ai sursauté. Tous les avocats depuis que je suis entré au barreau du Cameroun, chaque année, on dit nous devons avoir le monopole de représentation. Que devant tous les tribunaux, on doit trouver les avocats. Il ne doit pas avoir de mandataires, il ne doit pas avoir de professeurs d'université, il ne doit pas avoir d'autres personnes autres qu'avocats qui plaident pour les personnes. Mais comment pouvez-vous avoir le monopole si vous fermez l'accès aux avocats qui certains ont fait 10 ans, 15 ans de postulation dans un cabinet d'avocats, 3 ans de formation comme avocat stagiaire? Est-il pas possible qu'un quota ait été imposé? Ce n'est pas exclu. Lorsque je suis les interventions des uns et des autres, ils vous parlent de... Ils vont même dire que même à la sortie, ce sera encore plus difficile. C'est-à-dire qu'on prévoit même l'échec avant que les enfants n'aillent composer. C'est ça qui pose problème à mon avis. On ne peut pas fermer l'accès aux enfants en disant qu'on veut le monopole, alors que pour qu'il y ait un monopole, il faut qu'à aider, il y a au moins 4 avocats, il n'y en a pas. Les mandataires, ils sont à Ezeka, à Yagua, à Ngaoundele, partout. Hormis les villes comme Douala, Yaoundé et une bonne partie des villes du sud-ouest, partout, il y a des mandataires. La bataille du Conseil de l'ordre, et ça a toujours été, et ça doit être la vraie bataille, c'est d'empêcher que ces personnes-là, qui n'ont pas les capacités des avocats stagiaires qui ont été recalés, que ces personnes-là puissent ne plus comment je vais dire ça, exercer dans cette juridictions. Et pour qu'ils ne puissent pas exercer, il faut qu'il y ait des avocats qui puissent être capables d'aller s'installer là-bas pour pouvoir défendre les citoyens. Parce que, comme je ne comprends pas qu'on me dise que ces mandataires sont plus compétents
que les avocats qu'on a récalés. Mais comme je l'ai dit, je comprends le courroux des confrères, des jeunes confrères. Je comprends, j'ai lu un peu leur mémorandum, mais je dis qu'ils se rendent, qu'ils se ressaisissent. Qu'ils se disent que c'est un échec qui est provisoire. Ils peuvent se remettre au travail. C'est la solution paternaliste, d'aller pour fond contre le barreau. Que les parents... N'exigez pas l'organisation d'un nouvel examen. Mais c'est dans 1 an. C'est dans 1 an, c'est prévu par la loi. Okay. C'est dans 1 an, au bout d'1 an, ils vont faire des examens. Si il y a encore un dernier examen, si je me refais à l'article 12 de la loi sur le barreau, c'est simple. Je vais prendre le sentiment des autres panélistes. Joseph. Moi, j'ai suivi des collectifs des avocats recalés. Oui, pas indignés. Des avocats recalés. Les indignés, c'est pas ici. J'ai suivi des personnes qui, notamment, ont décrit un certain nombre de griefs et qui ont dénoncé les irrégularités qui ont entamé notamment l'organisation, le déroulement, mais aussi la publication des résultats de l'examen de fin de stage. Il y en a qui ont, par exemple, pointé du doigt une loi organique qui stipule que la durée du stage est notamment de 2 ans. Seulement, il y en a qui ont fait 3 ans, par exemple, et qui, après, cela se retrouve en train de passer l'examen. Il y a beaucoup d'autres irrégularités qu'ils ont bien entendu évoquées. J'ai suivi également des avocats stagiaires qui se plaignaient ou du moins qui questionnaient les responsabilités par rapport aux échecs et aux irrégularités observées. S'agit-il de la responsabilité du Conseil de l'ordre des avocats? S'agit-il de la responsabilité de l'État, notamment à travers le ministère de la Justice? Et j'ai aussi vu des avocats qui ont exprimé des inquiétudes quant à leur avenir, des inquiétudes quant à leur devenir, eu égard aux responsabilités qu'ils ont assumées et au sort qui leur est réservé lorsqu'ils ratent ce genre d'examen. Ce que je voudrais dire devant tout ça, c'est que dans les choix que nous faisons, quelles qu'en soient les responsabilités, quelle qu'en soit la personne qui est à l'origine justement des dysfonctionnements soulevés, dans les choix que nous faisons, on doit faire preuve d'un tout petit peu d'empathie. Penser un peu au sort des personnes qui aujourd'hui ratent un examen qui pourtant aurait pu être supprimé. Et là, je pense ici au bâtonnier Akerimona qui, en son temps, lorsqu'il était notamment président de l'ordre des avocats, avait notamment souligné la nécessité de supprimer l'examen de fin de stage, voilà, par exemple, parce qu'il se souciait des personnes qui... Il proposait quoi en échange? Il a par exemple proposé aussi la création d'une law school, une école des avocats où effectivement il y aura des formations précises qui sont données et les avocats n'auront plus l'obligation de courir derrière les conférences, des séminaires, ça et là, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations, pouvoir acquérir les compétences qui leur permettront d'exercer leurs fonctions. Il a souligné effectivement la nécessité de supprimer cet examen de fin de stage parce que imaginez un avocat qui a réussi le concours d'entrée, qui a porté la toge, qui a prêté serment et qui après justement se retrouve dans cette situation. Comment il peut vivre ça? Pour quelqu'un qui planifie, etc. Bon bref, il y a tout ceci qu'il faut effectivement, bien entendu, il y a toutes ces propositions qu'il faudrait bien entendu penser et intégrer dans l'équation pour résoudre cette situation désagréable. Mais permettez, quel est le degré d'implication des pouvoirs publics dans l'organisation d'un tel examen? Et quelle est la responsabilité de l'ordre dans le même schéma? Parce que j'ai été membre du Conseil de l'ordre. J'étais membre du jury. C'est le bâtonnier de l'ordre. C'est le jury qui est indépendant. L'examen est composé, est organisé par le ministère en concertation avec le Conseil de l'ordre. Parce qu'il y a un budget qui est prévu dans... Il y a une ligne budgétaire qui est dans le budget qui permet qu'on fasse l'examen. C'est la raison que quand il n'y a pas d'examen, ce n'est pas la faute du Conseil de l'ordre. Parce que c'est le ministère qui détermine le moment où l'examen doit être fait. Tout à fait. Donc c'est ça. Maintenant, lorsqu'on a désigné l'arrêté qui désigne les membres du Conseil de l'ordre, les membres du jury, c'est d'une manière générale une proposition du Conseil de l'ordre, du bâtonnier de manière générale. Le ministre ne fait qu'entériner. De la même manière, le ministre ne fait que entériner le procès verbal qui a été signé par les membres du jury. J'étais membre du jury. Donc c'est pour tous les enfants qui sont rentrés, c'est nous qui avons fait. Alors tout à l'heure, je vous disais que le problème de bloquer l'accès aux ceux qui sont formés, c'est pas bon, c'est contre-productif. Pourquoi? Vous avez parlé des law schools. Les enfants qui ont échoué l'accès à l'entrée, il y a 4 ans, sont devenus avocats. Parce qu'ils sont partis dans les écoles en Sierra Leone, en Gambie, au Nigeria, au Ghana. Ils sont revenus, je crois, 18 mois plus tard, en tant qu'avocats
Parce que là-bas, chez eux, ce n'est pas le même système ici qu'il faut d'abord faire entrer comme avocat stagiaire, faire 2 ans, faire des écoles de concours pour ressortir. Non, tu rentres à l'école, tu as le law school, et quand tu finis, tu es inscrit dans le barreau, tu es attaché à ton law school, et dès que tu es inscrit, tu viens avec ton diplôme. Mais y a-t-il une nuance dans la formation? Pourquoi ne donc pas adopter ce système qui permet... Et depuis des années, il y a eu des idées qui ont été émises, une même par le président de la République qui parlait de l'Institut d'études judiciaires. Ça a été annoncé plusieurs fois, depuis au moins 10 ans, par le pouvoir public. Au niveau du Conseil de l'ordre, on avait envoyé des gens, je me rappelle, à Abuja pour s'imprégner du law school à Abuja, avec l'espoir de pouvoir mettre une telle structure dans notre pays. Donc je disais tout à l'heure, je reviens en disant, lorsqu'on ne peut pas empêcher aux titulaires de law school, des avocats qui viennent de law school, d'entrer au barreau. Lorsqu'on ne peut pas empêcher les magistrats ou les enseignants qui ont, selon ces conditions, les magistrats qui sont même en retraite, qui veulent rentrer au barreau du Cameroun, on ne peut pas parler de maîtrise du tableau. On ne peut pas qu'on bloque ceux qui veulent rentrer en se disant non, il y a trop d'avocats. Alors que ceux que vous allez bloquer aujourd'hui peuvent partir demain, revenir après-demain avec, comme membre d'un barreau du Nigeria ou de Sierra Leone. Ils sont rentrés, ils rentrent. La loi dit dès qu'ils déposent leur demande, il y a 1 mois pour pouvoir répondre le Conseil de l'ordre doit statuer. Si le Conseil de l'ordre ne statue pas, ils deviennent avocats. C'est ce que le test dit. Donc je veux dire que, c'est ça que je dis, je peine à comprendre que les enfants qui ont parfois fait 10 ans, 7 ans, 10 ans comme postulants, parce qu'on n'a pas lancé un concours. Et tout à l'heure, vous avez dit il y avait trop plein. On a fait 7 ans sans faire un concours. Si on fait 7 ans sans prendre un concours, qu'on prenne 1000 ou 1400 trucs, ça veut dire qu'on a pris environ 200 par an. Or, ceux qui rentrent par l'inscription indirecte, l'inscription directe, parfois sont des 100 ou un peu plus par an, qui rentrent directement sans passer par une formation conduite par le Conseil de l'ordre des avocats. Et ils viennent, ils entrent sans difficulté. Ceux qui sont formés par le Conseil de l'ordre des avocats, on estime qu'eux, ils sont mal formés, et donc on ne peut pas entrer au Conseil au barreau. C'est ça la problématique. Effectivement, c'est ça qu'on aurait pu éviter s'il y avait une autre cour dans la camerounaise et qui... René, j'aimerais également votre réaction. Oui, je voudrais dire que quand j'ai écouté les différents protagonistes, parce que j'ai lu le mémorandum des avocats recalés, stagiaires recalés, qui, entre autres griefs, ils relevaient le fait qu'ils ont supprimé un candidat qui ne remplissait pas les conditions de composition, se retrouver dans une salle en train de composer. Ils ont dû revendiquer pour que ce candidat ne puisse pas continuer. Autre chose qu'ils ont relevé, c'est qu'on a observé des mouvements le 31 mars autour de la direction des professions judiciaires au ministère de la Justice. Et le 2, on a publié la liste. Il est évident que lorsque vous regardez ces avocats, la force avec laquelle ils s'expriment, cela signifie clairement qu'ils ont eu des bonnes informations des personnes qui étaient dans le jury, qui leur ont donné l'information de tout ce qui s'est passé. Ça a suscité en moi plusieurs interrogations. Premièrement, je suppose que quand il y a un concours et que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, vous introduisez une requête auprès de l'organisation qui a organisé, ça se fait dans les UST. Mais le fait qu'ils aient choisi d'adresser un mémorandum au président de la République, cela signifie qu'il y a une absence de confiance dans la mécanique qui a organisé justement. Je pense qu'ils ont saisi également le droit. Oui, ils ont déposé une requête là-bas avec les avocats anglophones, mais ils sont allés au-delà parce qu'ils ont déposé un mémorandum au président de la République auquel ils demandent une intervention. Bon, moi, je me suis dit, l'autre chose profonde que ça soulève, ça a été relevé ici. Il est important aujourd'hui que le Cameroun se dote d'une école de métiers de droit, que ce soit les huissiers de justice, les notaires, les avocats ou les autres auxiliaires qui contribuent à l'expression d'une justice de qualité dans notre pays. Parce que justement, on ne se retrouvait pas. Je crois que Maître a soulevé ici des contradictions où vous formez vous-même vos avocats et puis vous êtes les premiers à dire qu'ils sont nuls. Moi, j'ai suivi des avocats parce que Maître Nyekamga, par exemple, relevait que le bâtonnier, que voilà, tout a été mis en place pour que on ait un concours de qualité, donc des avocats de qualité. C'est peut-être la forme du jour qui a manqué à ceux-là pour ne pas pouvoir réussir normalement. Ça pose un problème parce que de l'autre côté, il y a une certaine moquerie. Moi, je suis un enseignant. Lorsqu'il y a un échec
d'un élève, je suis comptable de cet échec. Bien sûr. Donc, C'est on évident. ne peut pas, je ne peux pas me taguer à Mondo Vision de dire que ces gens sont nuls. Certains sont même allés jusqu'à critiquer la forme même de la lettre pour dire vraiment la qualité du français qui a été exprimée. Non, je pense que c'est une mauvaise façon de prendre la chose. Il faut entourer effectivement tout cela d'empathie, mais au-delà, il faut créer une école. Dans le projet de société du PUS, c'est clairement défini. Il faut créer une école des métiers du droit, au point où, dans cette école-là, les avocats deviennent juste, c'est-à-dire des lieux où ces gens vont aller faire des stages. Mais, parce qu'aujourd'hui, encore... Je vous ai dit qu'effectivement, le président de la République a parlé il a fait des annonces. Il a fait une annonce par rapport à cela. Non, nous parlons et des le barreau lui-même a entrepris des démarches pour pouvoir créer une law school, tel que je l'ai indiqué. Justement, terminé, on va également justement, on ne peut pas réduire ça seulement au barreau. Parce que le problème, aujourd'hui, je demandais à quelqu'un une fois, comment est-ce qu'on fait pour devenir notaire au Cameroun? Peut-être que les avocats, au moins, il y a une traçabilité. Moi, je ne sais pas comment on fait pour être notaire au Cameroun. Pourtant, c'est une fonction prestigieuse. Issue de justice, personne ne sait. Moi, en fait, je ne sais pas. Certainement, il y a des mécanismes, mais c'est tellement fermé au point où vous avez un étudiant qui a sa licence en droit. Il rêve facilement de l'avocature, mais pas forcément des métiers comme le notariat ou celui du C de justice ou les autres professions auxiliaires de la justice. Il serait donc important pour une meilleure justice qu'on crée cette école qui ne coûte pas forcément beaucoup de choses. Au départ, on peut loger ça dans une faculté si on voudrait, au point où, voilà, par la suite, on essaie de lui donner une forme plus importante et on sortira justement de ce genre de problèmes dans lesquels on se retrouve parce que ceux qui s'en plaignent, vous l'avez dit, il y a des personnes compétentes qui réussissent et vous avez des personnes incompétentes qui se retrouvent à réussir. Ça pose un problème de frustration et on ne peut pas résoudre ça à la télé en disant que ces personnes sont nulles globalement. C'est que vous êtes vous-même en train de vous flageller. Avant de prendre Polidier, maître, pourquoi les avocats stagiaires doivent passer un examen alors qu'ils ont des parrains? Ils sont bien encadrés par des avocats confirmés. Oui, mais non, c'est la loi qui le dit. La loi dit ceci, vous êtes que vous voulez être avocat, vous devez avoir un parrain. Le parrain doit avoir au moins 5 ans au grand tableau. Lorsque vous faites l'examen, vous êtes admissible, vous êtes admis. Vous allez faire une formation de 2 ans minimum. Après la formation de 2 ans, il y a un examen qui doit sanctionner cette formation de 2 ans, qui vous permet d'avoir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est cet examen qui a eu lieu. Et pour lequel, je vous ai dit, il y a eu un résultat. Examen, pas un concours. C'est pas un concours. Et je dis je ne sais pas quoi, ce sort, si je me trompe, je n'ai jamais vu un examen de sortie où il y a autant d'échecs. Lorsque, même dans les recrutements, dans l'armée et autres, même dans les concours, le plus difficile, c'est d'entrer. Parce que lorsqu'on entre, lorsque vous arrivez à la sortie, généralement, vous dites il y a 3, 5 ou 6 personnes, d'autres qui étaient malades. Comment vous l'expliquez? Mais je ne l'explique pas. Moi, je parle d'un principe. Et je dis ce qu'on a dit. On estime, certains estiment qu'on a ouvert les vannes pour que les gens rentrent beaucoup. Et moi, je dis, on n'a rien ouvert. Si on a 1400 avocats stagiaires sur 7 ans, pour un pays comme Cameroun qui a 25 millions d'habitants, si dans une ville comme Edea, les villes, au moins 90% des villes n'ont pas un seul avocat installé, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut peut-être essayer il faudra peut-être modifier la loi et peut-être obliger les avocats à aller s'installer dans les juridictions où il n'y a pas d'avocats pour qu'il n'y ait pas de monopole. Et on empêche à ces enfants d'entrer et on laisse entrer ceux qui ont échoué à l'entrée, qui ont eu les law schools. C'est ce que j'explique. C'est contradictoire. Paul Didier. Oui, je pense qu'un certain nombre d'informations et de dénonciations convergent pour dire qu'il y a des mécanismes de blocage à l'entrée de la profession. Et ce n'est pas seulement le cas des avocats. On peut étendre ça à d'autres types de professions ou bien de statuts socio-professionnels où les maîtres veulent garder des positions de prestige et de pouvoir et ne veulent pas forcément voir les jeunes accéder à ces mêmes positions. Alors, moi, je voudrais parler sous le contrôle de Maître Biliga. J'ai appris qu'il y avait 1361 personnes qui étaient candidates, qui étaient donc en fin de stage, puisqu'ils avaient déjà été admissibles, puis admis à subir un stage de formation de 2 ans, au terme duquel ils devaient donc devenir avocats au grand tableau. C'est le concept que
j'ai glané ça et là. Bien. Donc, les 1361 personnes ont suivi leur stage. Il était question qu'ils présentent l'examen de sortie maintenant pour devenir des avocats, on va dire titulaires. Moi, je parle avec les termes profanes. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est que 1361 personnes, on n'a que 474 qui sont déclarées admises. Ça fait un taux d'échec extrêmement élevé. 66%. 66%, donc un peu plus de 65%. Donc on a 2 tiers des personnes qui échouent. Bon, pour qu'on se comprenne bien, nous autres qui sommes enseignants, ça veut dire que vous recrutez des gens dans une école normale, des instituteurs ou bien à l'école normale supérieure à Yaoundé. Vous recrutez, je ne sais pas moi, 1300 personnes. Et au moment de la sortie à l'école normale, vous avez 70% des personnes qui ne peuvent pas aller enseigner au lycée parce qu'elles sont déclarées recalées. Vous comprenez que c'est un taux d'échec qui est suspect, puisque les gens sont déjà présélectionnés par un examen. Ça veut dire qu'ils ont une présomption de compétence qui les envoie donc en stage, simplement pour qu'ils confirment cette compétence. Mais d'où vient-il qu'au sortir de ce stage-là, qu'ils soient déclarés curieusement incompétents Arrêtez, vous partagez un peu le même point de vue. de 70%? Ça pose question. C'est vrai que moi je suis profane. Mais lorsque je étudie les statistiques et les complaintes des uns et des autres, on voit bien que ça pose question. D'autant plus que d'autres indiscrétions disent qu'il y a une première liste de 1080 admis. 1080 au grand tableau. Et les indiscrétions ont fusé, de sorte que certains de ceux qui se trouvaient sur la liste de 1080 ont été informés de ce qu'ils ont été reçus à l'examen. Bien, maintenant par la suite donc, une autre liste sort bien au rabais, qui ramène donc, qui taille les 1080 et ramène la liste à 474 plutôt, qui sont désormais définitivement admis, les autres étant appelés à attendre le prochain examen qui sera programmé, on ne sait pas encore quand exactement, puisque statutairement au passage, l'examen, je crois que c'est tous les ans, je ne sais pas trop bien. En principe, pour la sortie des ans, après 2 ans. Pour la sortie après 2 ans. Maintenant, pour l'entrée chaque année. Bien, maintenant, lorsqu'on est recalé, on doit attendre 1 an ou 2 ans. Non, je l'ai dit. On doit attendre 1 an. Très bien. Maintenant, ceux-là ne sont pas certains même de la périodicité de l'examen. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que dans 12 mois, maintenant que j'ai été recalé, je serai encore appelé à composer effectivement et à passer mon examen pour commencer à exercer normalement. Bien, mais d'où vient-il que 1080 noms soient sortis, bien que ça n'a pas été publié officiellement? C'est des indiscrétions, hein, qu'on a glané ça et là. Et finalement, on se retrouve avec 474 admis. Les autres sont passés où entre-temps? Bien, on a l'impression qu'il y a un système de numerus clausus tacite qui est imposé comme ça, pour qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui accèdent au métier, parce que on a l'impression que les anciens redoutent la concurrence des jeunes. Et en même temps, peut-être qu'ils voient que leur prestige peut être terni par le fait qu'on retrouve des centaines de jeunes dans une profession où ils voulaient garder leur position de prestige. Alors, certains dénoncent même un électoralisme. Parce que certains disent qu'il y a l'élection du bâtonnier qui est programmée, apparemment, que c'est une élection qui a lieu tous les 2 ans et que le bâtonnier actuel est en fin de mandat. Et il semble que les jeunes accédant massivement à la profession deviennent automatiquement électeurs parce qu'ils accèdent au collège électoral à partir du titre d'avocat. Maintenant, si on a 1000 avocats qui sont injectés comme ça, les jeunes étant essentiellement contestataires comme un électorat non contrôlé. Oui, Maître Bliga tout à l'heure. Ça fait 1000 personnes qui arrivent dont on ne peut pas s'assurer véritablement le soutien et qu'on soupçonne peut-être d'être contestataire et de ne pas adhérer à la politique du bâtonnier. René, vous dites un mot. Soyez bref, comme ça, Maître va résumer une fois toutes les réponses, parce qu'on est pratiquement en fin d'émission. Vous voulez dire un mot? Oui, vraiment un mot. Je voudrais dire que tout ce qu'on apprend, c'est encore la jeunesse qui est une fois de plus sacrifiée à l'autel de ce type Joseph de réalité. Je voudrais qu'on sorte un tout petit peu du jeunisme ambiant qui tend à dominer aujourd'hui le débat public, qui consiste à attribuer aux personnes âgées tout ce qui ne va pas et à considérer que la jeunesse aujourd'hui représente... je vais dire une alternative à qui on ne peut rien reprocher. On doit sortir de ça et on va s'intéresser davantage aux compétences. Parce que si on analyse la réalité politique d'autres pays sous ce prisme, franchement, ceux qui veulent produire le changement récréeront un nouveau changement, en tout cas un nouveau système qui exclut cette fois d'autres catégories et c'est ce qu'on appelle souvent l'agisme. Donc, mais vous avez non, je veux dire une chose. 90 secondes. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont été dites sur le chiffre, le nombre, etc. Ne suivez pas beaucoup les rumeurs.
Finalement, c'est pas vrai. Même quand nous, on était là, on nous disait, il y a tel nombre de personnes, on nous disait, ceci. Contentons-nous des résultats officiels. Les autres sont des rumeurs. La seule chose que je dois terminer, c'est que je voudrais dire qu'au moment où, en décembre 2014, le Conseil de l'ordre qui siège dit qu'il y a 1834 avocats au Grand Tableau. J'ai entendu qu'il y avait un confrère qui a dit qu'il y avait 4000 avocats. Il y avait 1834. Même si on estime qu'il y a des personnes qui sont rentrées par... des voies... de manière directe, par l'inscription directe. Ah, c'est-à-dire les magistrats et les law schools, ça ne fera pas 500 personnes en 4 ans. Donc on n'est pas... Vous comprenez au moins la pertinence des avocats recalés, le mémorandum qu'ils ont adressé. Oui, mais moi je fais le mémorandum, mais je dis peut-être que s'ils avaient bien lu le test, ils n'auraient pas fait le mémorandum. Moi je pense qu'ils auraient dit, ils ont 1 an ou 2 ans pour faire les examens, il va sortir. Mais je pense qu'on voudrait exprimer un mal-être. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites ici, peut-être qu'il suffit leur mal-être. En un mot. Oui, en un mot, je voudrais dire qu'il faut densifier la formation. Le métier d'avocat, c'est un métier libéral, c'est une profession libérale. Ce n'est pas des gens qui demandent un salaire pour qu'on dise que la masse salariale n'est pas suffisante pour payer tout le monde. C'est des gens qui travaillent sur la base de leurs compétences et où les clients... Et ils se limitent, c'est-à-dire ceux qui ne sont oui, pas compétents... exactement. Ceux qui ne sont pas compétents ne seront pas sollicités et ils s'auto-éliminent eux-mêmes. Bien, je veux dire que c'est le cas dans l'avocature, mais c'est aussi le cas dans d'autres domaines, comme la santé. On peut former massivement des médecins, même si on ne les intègre pas, ils vont exercer de manière libérale, parfois même à l'étranger, parce qu'on ne doit pas se dire que la formation est essentielle. Même si on n'exerce pas au pays, ça participe du service public et de la valorisation des compétences locales. Merci Paul Didier Macon, sympathisant de 11 millions de citoyens de Cabral Libye, René Bonobo, Bonono, Bakota, secrétaire national de relations publiques pour le PUR, Joseph Léa Ongoula, coordonnateur à la mobilisation du mouvement Nord, et puis Maître Biliga, avocat au barreau du Cameroun. Merci à vous également, mesdames. Mais je ne voudrais pas terminer l'émission sans quand même faire cette dernière annonce. Évidemment, on a parlé de la crise anglophone. Concernant cette crise, il faut retenir que le procès de Mancho BBC, ce sera le 24 avril prochain. Nous sommes le 18, donc dans 6 jours. Celui de Patrick Dango et compagnie et 20 autres personnes concernées. Dans ce cas-là, ce sera le 20 avril. En attendant, il faut noter que Dino Titus a déjà écopé de 12 ans d'emprisonnement ferme. Fond Kaleba également 10 ans. Penterent Scan 12 ans. Tché Benjamin 11 ans. Abézé Andrew 11 ans. Ngoa Joseph 11 ans. Allo Bwede Van Kinsley 13 ans. Et Bedzen Malvin 11 ans. Merci à vous. Bonsoir. Et à jeudi. Jeudi, on aura entretien avec... Charles, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, député SDF, Charles Manga, voilà. Mokori Mangabel. Voilà, merci maître. Alors c'est une bibliothèque, hein, vous allez certainement découvrir une bibliothèque dans l'histoire politique du Cameroun qui a évidemment contribué au débat. Et on le suivra jeudi prochain dans le cadre de l'entretien avec. Bonsoir.